Bonjour. Je m'appelle Valentin et j'ai 25 ans. Oui, je suis venu avec ma raquette, ouais. Non, mais parce que c'est vrai que j'ai un certain niveau. Non, mais disons que c'est un outil que je maîtrise pas mal, quoi. Après, tu vois, c'est des trucs qui arrivent, quoi. Non, mais je fais ça, en fait, mais... Pour tout vous dire, j'ai fait ça à ma sortie de chantier, en fait. La première fois que j'ai joué la conf, je suis arrivé sur scène et je me suis raconté un peu comme ça, machin, pendant 10 minutes. Et en fait, je crois que ça m'a fait marrer de faire ça devant mes potes, devant ma famille et tout. Quand j'ai dû la refaire devant des gens que je connaissais pas du tout, qui m'avaient jamais vu de leur vie, je me suis dit, là, je vais pas du tout y arriver, en fait. Ça va marcher. Donc c'est douloureux pour moi aussi, hein, d'arriver comme ça, sachez-le. Mais bon, j'ai quand même réussi mon enchaînement avec ma raquette, et puis je me dis que pour le sport, c'est quand même une bonne introduction de commencer à se raconter un peu. Donc je vais continuer, voilà. Donc je disais... Non, mais ils m'ont repéré très jeune, en fait, voilà. Ils m'ont dit, gros potentiel, quoi, tu vois. Je suis pas spécialement surpris, hein, mais... Non, mais bon, voilà, j'ai un petit palmarès, voilà, je le dis, j'ai un petit palmarès. Puis même quand j'ai grandi, voilà, quand je suis arrivé à l'université, j'ai été champion d'Île-de-France universitaire, champion d'Alsace universitaire quand j'ai déménagé. Je me suis dit, heureusement que j'ai déménagé qu'une fois, parce que sinon j'aurais été champion partout, quoi. Bon, cela dit, à 10 ans, en fait, j'ai fait un match qui s'est très mal passé. J'avais pleuré pendant, je pense, la moitié du match ce jour-là. J'ai fini par perdre, hein, évidemment. Je suis sorti du cours, je suis allé voir ma mère. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, je veux arrêter le tennis. Pourtant, j'aimais ça. J'aime toujours ça, d'ailleurs. J'ai commencé le tennis à l'âge de 4 ans et demi. Bon, à 4 ans et demi, c'est la première fois que j'ai une raquette avec des cordes, hein. Avant ça, j'étais déjà sur la plage, à poil, avec mon bandana, ma varicelle, ma raquette de plage, à essayer de jongler comme ça avec la balle. J'étais attiré par ça. Je sais pas pourquoi, j'étais attiré par ce truc-là. Personne n'avait jamais fait de tennis dans ma famille, mais... Bon, en revenant de cet été-là, quand je me baisse, en revenant de cet été-là, on m'a mis autre chose dans les mains. J'ai été attiré par autre chose aussi. On m'a mis ça, des baguettes de batterie. Mon père est batteur. Ça aide. En fait, je me souviens, j'ai reçu une batterie comme ça, une belle batterie rouge, alors pour enfants, hein, petit format, mais on m'a fait faire ça et j'étais comme un dingue, quoi. Je revois encore l'image dans le jardin et tout. Et alors je tapais comme un bourrin, comme ça, j'étais comme un fou. Voilà. J'ai eu des soucis d'oreille, hein, assez rapidement. La médecin traitant qui a dit à mes parents, là faut qu'il arrête en fait, hein, parce que il va être sourd en fait s'il continue à ce rythme-là. Excellent. À ce rythme-là, j'ai dit, parce que ça va être comme ça à peu près tout du long, hein, je préfère le dire. Et donc, oui, alors c'est vrai, je tapais comme un bourrin, je reviens là-dessus, mais moi je suis un mec, hein, je veux dire, je suis un garçon, on m'a élevé en tant qu'homme, quoi. Si j'avais été une fille, on m'aurait peut-être pas laissé jouer comme ça. D'ailleurs, on m'aurait peut-être même pas mis sur une batterie, hein. Ma sœur a fait du piano, donc... Mais bon, moi je suis un mec, donc on se pose moins de questions, c'est l'avantage. En fait, ce qui est rigolo avec la batterie, c'est que ça m'a aidé, je crois, pour le tennis. Enfin, vous voyez, en termes moteurs, quoi, tout simplement, pour un enfant de cet âge-là, d'essayer de jouer avec les membres supérieurs, les membres inférieurs.
en termes de coordination, en fait, tout simplement. Au tennis, on parle de coordination, on parle de dissociation aussi. Dissociation haut du corps, bas du corps, c'est-à-dire la capacité à faire quelque chose avec le haut, autre chose avec le bas. Je vous montre sur deux coups de tennis. En coup droit, en fait, il va y avoir d'abord une orientation des épaules, ensuite on va basculer le poids du corps vers l'avant, en même temps on va déclencher la frappe et de nouveau passer la jambe arrière. À vitesse réelle, ça va faire ça, ça va faire. Sur un smash, peut-être que c'est davantage visible encore cette dissociation. Donc un smash, donc je vais arriver au filet en fait, je reçois une balle qui passe au-dessus de ma tête, comme ça en lobe, et alors là, au ralenti, ça va donner pareil, orientation des épaules, en même temps je vais reculer en pas chassé, je vais faire gaffe à pas arracher un truc là, reculer en pas chassé comme ça, et après contrebalancer le poids du corps vers l'avant avec le haut du corps. Donc à vitesse réelle, ça va faire ça, tac, tac. Vitesse réelle avec des poutres quoi. Donc moi je disais j'ai commencé le tennis à 4 ans et demi, je suis inscrit, enfin mes parents m'ont inscrit dans un club en Seine-et-Marne, dans la campagne seine-et-marnaise, donc complètement à l'est parisien. Et donc on tombe sur une entraîneur qui dit à mes parents 4 ans et demi c'est quand même un peu jeune, on va voir. Et puis ça marche. Et ça fonctionne tellement bien qu'au bout de 2 ans et demi, elle dit à mes parents, bon, quand même assez doué votre fils, quoi. Ce serait bien qu'on lui fasse faire un test à la Ligue. Alors la Ligue, c'est pas un nom de secte, ça pourrait, mais c'est pas ça. La Ligue, en fait, c'est des antennes fédérales, c'est des pôles d'entraînement régionaux, donc qui sont affiliés à la Fédération française de tennis. Alors, en Ile-de-France, c'est départemental, parce qu'il y a un plus gros volume de joueurs et de joueuses. Donc le boulot des ligues, en fait, se résume en 3 points. Détection d'enfants, repérage précoce, entraînement intensif, très intensif, pour amener au haut niveau. Voilà. C'est ça le boulot des ligues. Et moi, je fais ce test à l'île de Seine-et-Marne à 7 ans, et je suis pris. Et sans le savoir, en fait, à ce moment-là, je passe d'une activité physique, je passe d'un jeu à un sport. Ça n'a rien à voir. C'est 2 choses complètement différentes. Alors, vous allez me dire, putain, mais Valentin, c'est génial, enfin, tu te rends compte la chance que tu as eue, mais ça veut dire que dès le plus jeune âge, tu as pu goûter aux valeurs du sport, quoi. Putain, mais les valeurs du sport, enfin, je veux dire, attends, le sport, c'est le goût de l'effort, c'est le dépassement de soi, c'est la confiance en soi, c'est la santé, c'est l'intégration, c'est la solidarité, c'est l'école de la vie, quoi. Rafael Nadal, pendant une conférence de presse, là, avant que le tournoi de Roland-Garros 2020 débute, parce que donc, lui fait des conférences de presse, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si j'avais vraiment été fort, je ferais des conférences de presse, pas des conférences gesticulées. Et donc, il dit en conférence de presse, alors je remercie les partenaires, parce qu'on ne dit plus les sponsors, on dit les partenaires. Donc je remercie les partenaires d'avoir maintenu le tournoi, enfin voilà, les organisateurs, parce que c'était pendant l'épidémie de Covid. Donc voilà, je remercie tout le monde. Il dit, je crois que c'est important parce qu'au fond, le sport aide les gens. Il les aide. Est-ce qu'on est sûr de ça ? Moi, je suis un joueur de tennis, éducateur aussi de tennis, parce que je donne des cours depuis que j'ai 15 ans. J'ai été étudiant aussi, en histoire, en sociologie. Et aujourd'hui, au vu de ce parcours, moi, j'ai arrêté de croire aux valeurs du sport. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Pourquoi j'en suis arrivé là. Alors, c'est ça dont on va parler ce soir. Avant qu'on commence, parce que là, ça n'a pas commencé. Avant qu'on se lance vraiment, je voudrais dire 2 choses. En fait, la première, c'est d'où je parle, où je suis situé, en fait, dans les rapports sociaux. Ça me semble être un prérequis, en fait, quand on prend la parole comme ça en public, et d'autant plus quand on s'essaye à l'analyse politique. Donc, je suis un homme, blanc, issu d'une famille relativement aisée. Je suis diplômé aussi, donc j'ai un bac+5, sportif. Enfin, vous voyez qu'en termes de privilèges sociaux, moi ça va.
On pourrait en rajouter d'autres d'ailleurs, pour être valide, hétérosexuel, etc. Et donc si je vous dis ça, c'est pour revenir sur deux d'entre eux, c'est donc diplômé, parce que j'ai intériorisé un ton en fait, un ton universitaire qu'on me demande à l'université, parce que genre, quand on arrive devant les autres, on incarne le savoir, quoi, tu vois. Donc bon voilà, j'essaye de m'en défaire le plus possible, hein, j'y travaille. Et la deuxième chose, c'est que donc je suis sportif. Et je suis donc un enfant de la performance. Parce que c'est ça que fait le sport. Le sport est un outil qui mesure la performance. Et pendant la formation, en fait, on s'est rendu compte que j'avais écrit aussi cette conférence gestuelle comme une performance. Malheureusement, ça n'y a pas résisté. Et donc, mes camarades en formation m'ont dit, c'est pas grave, vas-y, faisons une performance sportive. Et donc, il nous faut un terrain, qui est là, ça tombe bien, et il nous faut un public. Et vous êtes là, ça tombe bien. Alors, le public fait deux trucs, grosso merdo, dans les stades. Il encourage, il manifeste sa joie en encourageant, en applaudissant, machin. Ou alors, il déteste, il hue, il siffle. Donc, je viendrai vers vous de temps à autre dans la conf. Et quand je vous fais ça, vous allez m'applaudir, m'encourager, machin. Et quand je vous fais ça, vous allez me détester. Enfin, voilà, allez-y. Alors, on fait un petit test, attention. Ouais, oh la vache. Mais... attention. Très bien. Très bien, merci. Ok, donc super. On va pouvoir y aller. Juste, je vous dis simplement que parfois j'irai boire, j'ai la bouche déjà très sèche là. Et donc c'est un moment où les joueurs de tennis, voilà, c'est un changement de côté en fait, voilà. Les joueurs se reposent, s'alimentent, boivent, machin. Sachez simplement que ce moment dure 1 minute 30. J'ai mis mon chrono, ça fait 20 secondes. Voilà. Ah bon, mieux. Ok, c'est quoi le sport? C'est quoi ce truc dont tout le monde parle? Personne ne s'arrête jamais sur le mot, ça désigne des réalités complètement contradictoires. C'est quoi ce truc, quoi? Alors, les universitaires sont mis d'accord, enfin plus ou moins, oui, c'est plus ou moins un consensus, pour donner une définition du concept, en fait. Et donc, le sport se définit en 4 points. C'est une activité motrice, c'est une activité institutionnalisée, dans des clubs, dans des fédérations, surtout. C'est une activité codifiée, avec ses propres règlements, ses propres instances de régulation. Et c'est une activité de compétition. Le sport de compétition est un pléonasme. Alors, pléonasme, un mot qu'on n'entend pas si souvent quand même. Donc, 2 mots qui veulent dire la même chose. Sport de compétition, socialiste de droite, enfin, ce genre de choses. Et donc, il y a des sociologues qui ont ajouté un petit truc en plus à cette définition, en disant que le sport, c'était aussi un fait social total. Bon, c'est une expression un peu pompeuse, mais en gros, c'est pour dire que le sport a des implications dans tous les pans, en fait, dans tous les champs de nos vies. Dans le domaine politicien, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine psychologique, dans le domaine physique, dans le domaine familial, etc. Médical. Bon, moi, je veux dire, je savais pas tout ça, mais j'avais compris, en fait, inconsciemment, à 7 ans, en fait, quand je suis rentré à la Ligue de tennis de Seine-et-Marne. Je suis arrivé là-bas, j'ai multiplié mes heures d'entraînement par 3 ou 4. Bon, j'étais à 2 heures, 3 heures grand maximum en club. Je suis passé à 10 heures d'entraînement par semaine, avec des blocs de 3 heures consécutives, en fait, avec 1h30 de tennis, puis 1h30 de physique. Alors, physique, ça va être coordination, justement,
travail de la pose d'appui, vitesse courte, qu'on va appeler explosivité, endurance, gainage, musculation, ça. Et donc à la Ligue, j'y suis resté 3 ans. Et si je n'y suis resté que 3 ans, c'est que vous vous doutez bien qu'il y a un moment donné où ça s'est mal passé. Parce qu'à la Ligue, on va me mettre une pression, en fait. Une pression qui va concerner 2 choses, grosso merdo. La fréquence de mes matchs, c'est-à-dire la capacité, ce que je suis capable de jouer en nombre de matchs en une année. Et la deuxième chose, c'est la victoire, les résultats en match. Et donc, je vais vraiment de moins en moins bien le vivre. Et au fur et à mesure, en fait, avant les matchs, parfois jusqu'à 15 jours avant, j'avais une boule au ventre. Alors, vous allez me dire, mais d'accord, mais je veux dire, bon, tes parents, ils sont pas débiles. Enfin, je veux dire, ils voyaient bien que t'allais pas bien, quoi. C'est vrai, ils l'ont vu, ils sont pas débiles. Mais mes parents sont pris dans la logique de la Ligue, eux aussi. En plus, la façon dont mes parents ont fait face à ça, c'était très genré. Ma mère n'a pas du tout fait face à ça de la même façon que mon père. Ma mère, elle était dans le care, ce qu'on pourrait dire en anglais, c'est le fait de prendre soin, quoi. C'est un rôle qu'on impute naturellement aux femmes parce qu'elles sont plus douces, plus bienveillantes, je sais pas quoi. Enfin, bon, nous, ça nous arrange même parce que c'est du travail gratuit, donc comme ça, on n'est pas emmerdés. Mais donc, ma mère, c'était ça, enfin, vous voyez, dans le cocooning, machin. Mon père, non, attends, on va au charbon, tu vois, on arrête de chialer 2 minutes, on est des bonhommes, quoi, tu vois, on bombe le torse, on y va, quoi. Ce qui est très très étrange, c'est qu'il s'est jamais comporté comme ça avec moi à la batterie. Jamais, c'est jamais arrivé. Il m'a donné des cours de tennis, il m'a donné des cours de batterie, et dans un cas, ça se passait très mal, et pas dans l'autre. J'ai mis énormément de temps à comprendre ce truc, en fait. Et puis c'est paradoxal, en fait. Enfin, c'est un peu contre-intuitif. Il est batteur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On se dit, le gosse, il va le pousser par là, quoi. Non. Et du coup, je me suis dit, mais je crois que j'ai compris, en fait. Parce que, à la batterie, on est chez nous, on est tous les deux. On échange, on gère notre bazar ensemble, en fait. Mais avec ça, là, il y a la Ligue de tennis de Seine-et-Marne qui pousse derrière. Et si elle me demande à moi d'être performant, de fait, elle demande à mes parents d'être performants. Parce qu'il faut que je mange bien, parce qu'il faut que je dorme suffisamment, parce qu'il faut que j'ai du bon matériel, parce qu'il faut qu'ils aient l'argent pour m'inscrire au tournoi. Il faut qu'ils se rendent dispo pour m'emmener à l'entraînement, etc., etc. Et donc, ils ont la tête dans le guidon comme moi. C'est pareil. Bon, alors, je veux dire, à la Ligue, ça va bouleverser, en fait, des organisations familiales. Enfin, je veux dire, ça va être très compliqué. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a une forme de fierté pour les parents. Je veux dire, le sport est quelque chose de tellement valorisé dans la société que, je veux dire, avoir une progéniture, un enfant qui aurait, parce que c'est du conditionnel quand même, qui aurait une espèce de destinée comme ça, athlétique, sportive, hors du commun, mais c'est incroyable, quoi. Parce que je veux dire, bon, l'entraîneur du coin en Seine-et-Marne qui dit votre fils il est doué, c'est sympa, c'est sympa. Mais l'entraîneur fédéral de la Ligue de tennis de Seine-et-Marne, ah ouais, votre fils il est doué, il a du potentiel, il y a quelque chose à faire. Ah bah là c'est pas compliqué, je pense que les parents, tu vois, il y a 2 filles qui se touchent, ils sont là, oh putain merde, attends, qu'est-ce qu'on fait là? Prends le téléphone, viens, allô, Yannick? Ouais, c'est Yannick Lerin. Yannick, écoute, t'as entendu parler du petit Val, la Ligue de tennis de Seine-et-Marne là? Écoute, faut que tu le prennes sous ton aile, Yannick, c'est le prochain Français qui gagne Roland-Garros. Je te dis, c'est lui, Yannick, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu t'en occupes. Mais c'est sûr qu'ils se disent ça, les parents, ils pètent un câble. Enfin, je veux dire, ils voient déjà le poster dans Tennis Mag, tu vois. Ils se disent, ça va être ça. Ils le voient, je veux dire, en A1 dans la baraque, c'est sûr. Puis après, on peut y aller pour tirer des plans sur la comète. Enfin, je veux dire, il sera tellement connu que ça va dépasser les frontières du tennis. Enfin, je veux dire, ça va toi? Qu'est-ce que t'en penses? Lancer la balle. Donc ça va dépasser les frontières du tennis. Enfin, je veux dire, il sera tellement connu, t'imagines? Ça sera aussi Musique Magazine, comme ça. Chasse et pêche. C'est sûr.
Et donc ouais, enfin je veux dire, ça va bouleverser des organisations familiales. Je veux dire, ma sœur en a beaucoup souffert, par exemple, j'ai une grande sœur, bah voilà, enfin je veux dire, l'attention que ça demandait à mes parents, que j'aille bien, que je performe, que machin, bah je veux dire, ma sœur en a souffert, clairement. Bon, après il y a aussi des moments où vous vous rendez compte de ce que l'institution fait, hein. Je veux dire, ma mère une fois, en fait on est aux vacances de la Toussaint, il y a un tournoi, et nous on ne sera pas là aux vacances de la Toussaint parce qu'on part voir mes grands-parents. Et donc, elle va prévenir l'entraîneur. Sympa, tu vois. Mais l'autre en face. Pardon ? Vous serez pas là aux vacances de la Toussaint ? Valentin va louper le tournoi ? Non mais attendez, c'est une plaisanterie là. C'est pas du tout comme ça qu'on fait, mais vous avez rien compris en fait. Donc voilà, t'as toute l'institution qui te tombe sur la gueule. Hein. Puis il a fait culpabiliser et tout. Alors, on est quand même parti en vacances, hein, d'accord ? C'est pas la question. Mais aux vacances suivantes, on a regardé le calendrier de tournoi d'abord. Ouais, parce qu'on fait pas n'importe quoi non plus. Et puis même moi, même si j'étais jeune, j'avais pigé la soupe de merde qu'il fallait leur servir, quoi. Une fois, je me retrouve convoqué au TCBB, hein, c'est le tennis club de Boulogne-Billancourt. Donc c'est complètement à l'ouest parisien, à l'opposé de chez moi, vraiment. Et on est convoqué à une heure dégueulasse en semaine, un truc genre 18h, tu vois, un jeudi. T'es sûr qu'il n'y a personne sur les routes d'Île-de-France, quoi, tu vois. Et donc on se retrouve convoqué là-bas, et on est complètement coincé dans les embouteillages avec mon père. Et il me dit, je suis désolé, je crois que je vais te faire rater ton match. Ah merde. Évidemment, ça fait 15 jours que je suis comme ça, je veux pas y aller. Hein. Mais bon, on appelant le arbitre en disant, ah désolé, on est en retard, on arrive, parce que l'adversaire peut attendre. Bon, on a fini par y arriver. J'ai fini par jouer ce match, que j'ai fini par perdre. Et je me suis retrouvé à en discuter de ça avec mon préparateur mental à la Ligue de tennis de Seine-et-Marne. Alors, parce que ma mère avait insisté en fait auprès de la Ligue en disant mais il voit bien qu'il met plus un pied devant l'autre, le gosse, faut l'aider. Et donc, alors le préparateur mental, comment bien vous le décrire ? Si vous voulez, c'est vraiment l'équivalent sportif du coach en développement personnel, quoi. C'est vraiment la même chose. Je sais pas si vous avez vu la conf de Juliette hier qui en a fait une description, une anecdote absolument magnifique, mais je veux dire, si vous voulez, il y a de la violence qui est inhérente à ces structures-là, dans le sport, dans l'entreprise capitaliste, etc. Et l'un comme l'autre, ils sont là pour faire en sorte de la rendre plus acceptable. Et limite, ils vous culpabilisent un petit peu en disant que c'est un peu la faute des travailleurs, des travailleuses et des athlètes qui sont pas assez positifs, donc qui sont, qui se remettent pas assez en question. Voilà. Donc c'est ça le boulot du préparateur mental, c'est assez chouette. Et donc il me dit, Valentin, qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte, t'as perdu au premier tour au TCBB, voilà, raconte-moi comment tu t'es senti avant, pendant, après, voilà. Bah, déjà j'étais super stressé parce que mon père il a dit que on allait peut-être louper le match et moi j'étais dégoûté de pas pouvoir le jouer, quoi. Oui, bah, j'avais inversé le truc, mais il a plongé, hein. Il a dit, oh merde, bah oui, c'est vrai. Enfin bon, voilà. Donc la Ligue, c'était ça. Alors, il y a vraiment un match qui m'a fait mal, qui a fini de m'achever, on va dire. Donc, je me retrouve en finale départementale en 10 ans. D'accord. Et j'avais gagné donc, l'année précédente. Yeah! Et donc je joue cette finale et je perds le match avec 3 balles de match. Merci. Et en plus 3 balles de match quand t'es gamin, c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, c'est non. Et donc voilà, ce match-là a fini de me cueillir jusqu'au fameux match que je vous ai fait au début où je dis à ma mère, je vais arrêter le tennis. Je vais faire un petit changement de côté. C'est celui qui veut aller aux toilettes. Changer de place, enfin, vous voyez. Le changement de côté, c'est public, le changement de côté. Publicité. Avec Red Bull, tu gagnes quel âge ? Vous êtes au taquet, j'adore. Là, ça fait 45 secondes. Mais même moi, j'arrive pas à tenir la blague jusqu'à 1 minute 30, en fait, c'est trop long, quoi. Donc, à 10 ans, je me retrouve chez moi,
avec plus de temps. Et avec ça. La batterie, ça a toujours été une respiration quoi, pour moi. C'était vraiment un bol d'air. Et c'était en plus, comme je disais un peu tout à l'heure, des moments de partage magnifiques avec mon père. La musique d'une manière générale, mais la batterie surtout. Parce que j'étais dans le jeu, en fait, justement. J'étais dans le jeu, j'étais dans le plaisir, dans le désir. Je veux dire, j'ai jamais fait de solfège. Enfin, je veux dire, j'ai lu un peu des partitions, mais dès que j'en avais marre, j'arrêtais. Enfin, je faisais ce que je veux, quoi. Enfin, ce que je voulais, pardon. C'était tellement mieux, en fait. Et je respirais, quoi. Je respirais à nouveau. J'ai passé des après-midi entières à jouer avec des potes. Je dirais... ce que je veux dire, c'est que je pouvais progresser, hein. Mais je pouvais aussi ne pas. J'avais le choix, en fait. Faut arrêter avec ce truc de progrès. Enfin, si ça m'amuse de faire pendant 20 ans le même truc, et ben c'est comme ça. C'est pas grave, en fait. Je fais ce que je veux. Alors, vous vous souvenez de la batterie dont je parlais au début, que j'avais reçue, là, au petit format, quand j'étais gamin? En fait, on va imaginer qu'elle est là. Juste devant moi, là. Oui, je vais pas louer une Kangoo à chaque fois pour jouer la conf. Donc, on va l'imaginer. Mais c'est pas très dur, en fait. Il y a que 3 éléments dans cette batterie. Il y a un charlet qui est là. Une caisse claire. Et une grosse caisse. Alors, vous avez vu, je me suis pas mis trop près de vous, pas risquer de vous postillonner dessus. Moi, je trouve ça sport. Ouais. Elle passe ric-rac, celle-ci. Mais alors, blague à part, mais c'est pour vous montrer quand même à quel point le mot est utilisé pour dire tout et n'importe quoi. Enfin. Papa, parce que je joue dans un local insonorisé, en fait. Quand il est dans la maison, il m'entend pas. Bah oui, fils de musicien, enfin je veux dire, j'ai un local insonorisé chez moi, 2 batteries, un piano, des percussions, un ordinateur pour prendre le tempo, enfin, ouais, l'état du privilège, quoi. D'ailleurs, si j'avais voulu être batteur professionnel et que j'avais réussi, ça aurait été uniquement lié à ce que je mérite, pardon. À chaque fois, excusez-moi. Chaque fois, je confonds les deux. Papa, viens voir. Regarde. Alors, c'est pas mal, hein? Que je rajoute une caisse claire en contretemps? Ça ferait. Ah putain, j'aime bien. Comment? Si, ouais, je peux doubler la grosse caisse, ouais. Après? Alors ça ferait. Eh putain, pas mal. Si je connais le charlet ouvert? Oui, tu m'avais montré, je crois. En fin de mesure, c'est ça? Alors ça fait. Ah putain, c'est pas mal. Attends, non mais sinon montre-moi un rythme. Enfin, peut-être à la limite plus rapide, je sais pas, mais avec de la caisse claire, tu vois, du contretemps et tout. Attends, ouais, refais-le. Ouais. T'as gardé la grosse caisse, ouais. Et charlet ouvert, ouais. Ah, ça ferait. Ah, tu l'avais pas vu venir à la cymbale, hein. C'était pour leur mettre un petit coup de jus aussi. Là. Ce qui est rigolo avec la batterie, c'est que, en fait, avec les conditions d'exercice qui étaient les miennes, mon père et tout ça qui étaient là, ben, je me suis effectivement mis à progresser, mais parce que j'en avais envie aussi. Et donc, je sais plus trop comment l'idée est arrivée en fait, mais à 16 ans, on s'est dit, bah, finalement, pourquoi pas me mettre dans un conservatoire, quoi. Quelle riche idée, enfin, tu vois. Et donc mon père m'emmène et enfin j'arrive et je sais que je vais être en compétition, enfin qu'on va être en compétition au conservatoire, enfin qu'il y aura 2, 3, 4 batteurs.
Donc j'arrive, je mets sur la batterie et il y a ce gars-là qui fait donc les sélections pour le conservatoire, mon père, batteur, et moi je dois jouer. Alors j'ai joué un peu, mais putain, je me suis dit non, mais c'est bon là, c'est bon, vos conneries, je connais déjà ça. J'en veux pas, j'ai donné en fait déjà. J'en veux plus, c'est bon. Je suis arrivé au conservatoire, j'ai fait ça en fait, j'ai fait. Oh putain. Non, la violence institutionnelle, hein, la violence structurelle de ces endroits-là, je connais en fait. Alors c'est vrai, j'ai pas défini ce que j'entendais par là, violence institutionnelle, mais c'est pour dire en fait que ce qui se passe dans ces institutions, la maltraitance, la violence, etc., bah, c'est pas des erreurs, c'est pas des dérives non plus, c'est pas des excès. Hein. Trois mots qui sont très à la mode en ce moment, hein, dérives, erreurs, excès. Il y a Emmanuel Macron, tiens, il n'y a pas si longtemps, qui a utilisé cette rhétorique quand il est allé à Genève ou je sais plus où là, en disant mais on est face à un capitalisme devenu fou. Il est devenu fou les gars. On était bien, enfin tu vois, on était calés, on était sur les rails, et paf, le truc a déraillé comme ça. Alors, on ne sait pas bien dater de quand il était sur les rails, c'est vrai, mais enfin ça va le faire, quoi, tu vois. Vous allez me dire, mais pourquoi il parle du capitalisme maintenant? Mais c'est parce que le sport, en fait, est né sous le capitalisme. Parce que nous, le sport n'a pas toujours existé, c'est faux de dire ça. Probablement, alors je ne sais pas si on peut dire de tout temps, mais probablement que les sociétés humaines les plus anciennes ont marché, couru, lancé des trucs avec leurs mains, avec leurs pieds. Oui, peut-être, bien sûr. Mais c'est pas du sport. C'est des jeux. C'est de l'activité physique. C'est des cérémonies religieuses aussi. C'est le cas des Jeux antiques, par exemple. Je veux dire, parce qu'il y a une fable aujourd'hui qui dit que les Jeux olympiques modernes sont la continuité des Jeux antiques, de la grandeur athénienne, je sais pas quoi là. N'importe quoi, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Il y a un sociologue qui s'appelle Michel Kayak qui a travaillé là-dessus, qui rappelle en fait, enfin qui dit mais voilà, les Jeux antiques c'était un moment de cérémonie religieuse, de banquet, d'honneur aux dieux, c'était un moment de trêve aussi entre des cités guerrières qui se faisaient la guerre en permanence. C'était réservé à une toute petite caste de citoyens et tout ça. Je veux dire, la performance n'était pas du tout au centre des épreuves. Enfin, il y avait une partie esthétique, machin. Enfin, Michel Kayak a une phrase comme ça qui dit rien n'est plus étranger à un athlète antique que la notion de progrès. C'est vous dire si c'est la même chose que nos Jeux olympiques modernes, dont la devise est plus vite, plus haut, plus fort. Hein, mais pas tout à fait sur la même logique. Et donc non, en fait, le sport va apparaître à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, en Angleterre notamment, avec les premières fédérations de football, les premiers clubs de football. Et il va y avoir deux modèles en fait au sport. Un premier modèle où les gens se retrouvent autour d'une discipline, en l'occurrence par exemple le football, mais aussi parce qu'ils sont d'accord politiquement. C'est des alliés politiques en fait, et ils se retrouvent et ça devient un peu des clubs politiques finalement. Et il y a un deuxième modèle qui va arriver juste après en fait, qui va arriver dans la foulée. Excellent. Et donc ce modèle-là dit non, enfin, je veux dire, il n'y a pas de politique dans le sport, d'accord. Enfin, je veux dire, il y a de la technique, il y a de la compétition, machin, mais pas de politique. Okay. Et c'est ce modèle-là qui va s'imposer en fait. Et donc le sport réussit très tôt, ce petit miracle quand même, de devenir apolitique. Et alors là, je voudrais dire une chose. Tout ce qui se prétend apolitique, neutre, objectif, vous prenez tous ces discours-là, hein, vous tenez bien, et vous les balancez à la poubelle. Je refais le geste. On fléchit un petit peu sur la jambe avant, on garde le dos droit, d'accord, et on balance le tout à la poubelle. C'est toujours les mêmes hein, qui se prétendent neutres, objectifs, pas quoi, là, putain de nouveaux philosophes sur les plateaux télé, là, les grands mâles bourgeois blancs, vous voyez, qui prétendent observer le réel sans y être pris. Hein. Eux n'ont pas d'intérêt à défendre, donc c'est bien. Donc, évidemment, c'est une blague. Hein, je dirais. Évidemment qu'on se doit d'analyser le sport politiquement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de cloche au-dessus des épreuves sportives dans lesquelles il n'y a plus de rapport de domination. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus d'enjeux écologiques. C'est fini aussi. Enfin, on arrête, quoi. Enfin, c'est mascarade, quoi. Donc le sport va naître dans ces conditions. En fait, va naître
en pleine phase d'industrialisation du capitalisme, deuxième phase d'industrialisation même on pourrait dire. Et donc le capitaliste va se l'approprier, va le capter, et il va en faire un outil idéologique qui va lui permettre de continuer à s'étendre, un outil idéologique qui va mettre dans la tête du plus grand nombre, dès le plus jeune âge, le goût de l'effort, la compétition généralisée, omniprésente, le dépassement de soi, la performance illimitée. Et c'est exactement la même idéologie que ce sur quoi repose le capitalisme, en fait. Parce que définition du capitalisme. Le capitalisme, c'est un rapport social, c'est un mode de production, mais c'est un rapport social qui se définit en 3 points. Séparation des travailleurs et des travailleuses d'avec les moyens de production. Alors, ça, c'est la propriété privée lucrative au sens strict. Il y a des gens qui possèdent que leur force de travail, et il y a des gens qui ont pillé, qui ont colonisé, qui ont volé, machin. Mais bon, à l'arrivée, qui possèdent donc des usines, des terres, des machines, etc. Deuxième point, séparation des travailleurs et des travailleuses d'avec les produits de la production. Quand on produit une bagnole collectivement, elle n'est pas au collectif à l'arrivée. Troisième point, et c'est là où je voulais en venir, un rapport social qui n'a comme unique objectif que la mise en valeur infinie de capital, l'augmentation illimitée de capital. Exactement comme le sport. Le record infini, la performance insatiable. Je veux dire, on va descendre en dessous des 9 secondes au 100 mètres. Mais bien sûr qu'on va le faire à coup de moteur dans les godasses et d'aiguilles dans le bras, mais ça va le faire, putain. Et on sera plus fort que les étoiles à ce moment-là. Donc non, le capitalisme, enfin le sport, pardon, lapsus révélateur, le sport est pas un jeu, pas du tout. Et d'ailleurs, ce sont les enfants qui font très bien la différence. Michel Kaya, dont je parlais tout à l'heure, là, en introduction comme ça d'un chapitre dans son bouquin, il cite un enfant qui parle à un animateur et il lui dit « C'était bien le sport, mais est-ce qu'on peut aller jouer maintenant ?» C'est limpide. Et moi, je suis tombé sur cette phrase-là, en fait, et le lendemain, on organisait avec des stagiaires, dans le cadre d'une formation d'éducateur de tennis dont je parlerai après, on organisait un tournoi, en fait, pour les enfants. Et c'est vraiment le lendemain, il y a une gamine qui vient me voir sur le cours, mais je sais pas, 9 ans, et qui me dit « Est-ce qu'après ce match-là, on peut faire un jeu ?» Elle a compris, en fait, que c'était pas du tout les mêmes enjeux, que ce ne serait pas du tout les mêmes conséquences pour elle. Elle le sait, elle a pigé déjà. Bon, ce qui se passe, c'est que moi, je suis revenu au tennis par le jeu, en fait. Parce que je vous ai pas tout dit. Quand je suis rentré ce soir-là et que je dis je vais arrêter le tennis, on a discuté avec mes parents. Et on s'est dit, ils m'ont dit, bon, écoute, on sort de la ligue, tu arrêtes les matchs, on te change de club. Garde quand même un entraînement. Ok, pour plaisir, t'aimes ça quand même, non? Ok, ça me va. Et donc, je suis retourné sur les cours. Et j'ai bien aimé. Je me suis remis à jouer et tout. J'ai de plus en plus aimé. Et puis, je me suis remis à rire aussi. À rire sur un cours de tennis. Et c'est pas anodin, en fait, de rire. Parce que Anthony Pouliquen, c'était pas prévu qu'il fasse mon son, quand même. Je peux pas le savoir. Donc, Anthony Pouliquen, j'ai eu au téléphone pour... Enfin, il m'a aidé, en fait, à créer cette conférence. Et il m'avait raconté une petite anecdote, en fait. Alors, tu me dis si je dis des conneries, hein, mais... il faisait des formations comme ça pour les éducateurs et du coup il s'était mis dans l'idée en fait de filmer un jeu dans un centre de loisirs. Donc il filme ça. Alors le jeu en l'occurrence c'est un poule renard vipère. Alors, c'est 3 équipes, donc A, B et C. A peut attraper B, B peut attraper C, C peut attraper A. Voilà, c'est ce qu'on appelle des jeux paradoxaux, ça crée des alliances, machin, ça marche très bien avec les enfants. Et donc il filme ça dans un centre de loisirs. Et puis la même semaine, il va filmer un samedi après-midi un match de foot dans un club de foot. Des enfants du même âge. Dans un cas, on n'entendait que des rires d'enfants. Que des enfants qui riaient, qui jouaient, qui s'amusaient. Et dans l'autre, pas un bruit. Rien. On n'entendait que les parents et les entraîneurs gueuler. Mais c'est logique, parce qu'on n'est pas là pour ça, encore une fois. Parce que quand bien même on est dans le 12e district de la 14e division de je sais pas quoi, on est là pour gagner, on est là pour faire de la performance. On se marre pas, là, d'accord? T'es pas bon, tu sors. Ça te fait marrer qu'on perde la balle, tu sors. On n'a jamais vu un enfant commencer à rigoler parce qu'il court après celui ou celle qui a la balle. On n'a jamais vu ça, mais parce qu'on n'est pas là pour ça.
Donc, moi, le truc, c'est que je suis retourné par le jeu, avec le tennis, je me suis remis à rire et tout ça. Mais le problème, c'est que le sport a pris en otage tout un tas de jeux, tout un tas de formes de jeux, il a colonisé. Pris en otage, j'utilise pas l'expression pour rien, parce que les preneurs d'otages, on sait qui c'est. Je veux dire, gilets jaunes, les grévistes, fonctionnaires, voilà quoi. Donc non, les preneurs d'otages, c'est pas ce qu'on me dit quoi. Donc le sport a pris en otage, tout un tas de formes de jeux. Je veux dire, ce que je peux vous donner comme exemple, aujourd'hui il y a des championnats du monde de chats. Alors pas le félin, le toucher, c'est toi le chat, à toi de me courir après dans la récré. Il y a des championnats du monde de ça existe bien sûr. Alors c'est une piste qui doit faire peut-être, c'est un espace comme ça qui doit faire peut-être 10-15 mètres carrés, je sais pas. Il y a des obstacles absolument partout. Donc on y va, les spots, les droits télé, en avant Guingamp. Et en fait, il y a une souris qui est désignée, d'accord ? Et elle a, je sais pas, 15 secondes, je sais plus, pour échapper au chat, machin. Et donc ça court dans tous les sens comme ça, il saute, il passe sous des obstacles et tout ça. C'est absolument n'importe quoi. Donc ça existe aujourd'hui. Il y a les fléchettes, d'accord ? C'est des millions de dollars en jeu aujourd'hui sur des championnats de fléchettes. Enfin, à la base, t'étais juste en train de viser la gueule d'un mec que t'aimais pas avec ta bière, tu vois, pour t'équilibrer. Enfin, c'était ça quand même, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus ça, quoi. Le e-sport, alors c'est les jeux vidéo. Mais c'est quoi ce délire ? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, mais c'est retransmis en direct, il y a des sponsors dans tous les sens, il y a des millions de dollars en jeu. La manne financière du e-sport aujourd'hui représente quasiment l'équivalent, voire plus, que le sport traditionnel. C'est monstrueux. Alors ça, c'était les exemples que j'ai donnés la première fois que j'ai joué à la comp. Et depuis, je suis tombé sur des trucs vraiment par hasard en plus. Qu'est-ce que j'ai eu ? Oui, la balle aux prisonniers. J'ai vu un match États-Unis-Canada de balle aux prisonniers. D'accord ? Les mecs s'envoient des trucs qui vont à 6000 à l'heure et ils sautent dans tous les sens pour éviter. C'est Matrix, tu vois. Enfin, c'est dingo, quoi. Alors, et le summum, les championnats du monde de ricochet en mer. Donc t'as le gars qui a de l'eau jusqu'au genou, tu vois, qui est là, qui se dit putain, est-ce que j'y vais, machin, avec le coach sur la plage. Ah, il y avait une occasion là, c'est dommage. Tu vois, enfin c'est quoi ce délire, quoi ? Je veux dire, il y a des gens qui viennent, les sponsors, ça va pas, quoi. Bon, tout ça pour dire que moi, j'ai vécu exactement la même chose en fait, parce que je me suis remis à jouer, et puis de fil en aiguille, j'ai rebasculé dans le sport. Parce que j'avais été formaté aussi à ça très jeune, mais je veux dire, c'est bon, je kiffe mon entraînement, maintenant j'aime bien, je peux en avoir un autre. Ah ouais, mais du coup, ce serait bien que tu fasses les matchs par équipe pour le club, tu vois, c'est plus sympa. Ah ok. Et encore un autre. Ouais, mais alors du coup, les championnats départementaux, tu vois, ça se joue en avril, ce serait vraiment bien que tu les fasses, parce que c'est important pour le club. Bon, voilà, et après, j'ai remis le pied à l'étrier, quoi, je suis reparti. À tel point qu'à 17 ans, je me suis de nouveau retrouvé dans les 50 premiers Français de ma catégorie d'âge. Alors c'est vrai, oui, je vous ai pas parlé de classement jusque-là, je veux dire... Bon, c'est aussi parce que les classements tennis, d'une part, c'est quelque chose d'assez logique, et d'autre part, c'est quelque chose que généralement tout le monde connaît. Donc, voilà, comme la conf dure déjà un peu, je veux pas m'éterniser là-dessus, mais bon, je vous refais quand même un petit rappel rapidement. Donc, il y a un classement, il y a 4 séries, en fait, il y a un classement qu'ils ont ajouté il y a quelques années, donc 40, après ça fait 35, 34, 33, 32, 31, 30, c'est le début de la troisième série. 15, 5, 15, 4, 15, 3, 15, 2, 15, 1, 15, c'est le début de la seconde série, 5, 6, 4, 6, 3, 6, 2, 6, 1, 6, 0, fin des classements positifs, mais ça vous le savez. Moins 2, 6, moins 4, 6, moins 15, numéro 100 et numéro 61 qui étaient les moins 30 en fait, voilà, qu'on appelle les T100 entre nous. Donc voilà, numéro 60 à numéro 31 qui est la promotion, effectivement, je l'ai entendu, et de numéro 30 à de numéro 1 qui est la première série. Alors j'enchaîne rapidement. Parce que c'est de l'acquis. Donc, je me retrouve dans cette position-là à 17 ans, mais à 17 ans, c'est pas le seul truc qui va me préoccuper parce que, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais j'ai eu la chance d'avoir une scolarité relativement tranquille, des parents qui étaient présents pour m'aider, qui avaient du temps, une famille avec un capital culturel assez important, tout ça, une grande sœur, bref. Et donc voilà, on va me filer un papier en terminale avec les possibilités d'école, de fac, machin. Bon, rien de très excitant. Et on va me faire comprendre assez rapidement en me disant, mais si, je veux dire, toi, t'es tennisman, sportif, je sais pas quoi, là. Tu vas en STAPS. En STAPS. Sciences et techniques de l'activité physique et sportive. STAPS, alors, je savais pas à ce moment-là, mais les sociologues critiques du sport sont pas très tendres envers la filière STAPS, généralement. Je vais vous lire ce que dit Nicolas Aublin, par exemple, là-dessus.
La filière STAPS participe pleinement de la destruction entamée de l'éthique universitaire par la production et la transmission de savoirs partiels, en miettes, intimement liés avec le développement de la compétition prédatrice, évacuant toute fonction critique et réflexion sur les finalités et les valeurs de l'activité humaine sous couvert de l'impératif de professionnalisation. Donc, transmission de savoir partiel, compétition prédatrice en évacuant toute fonction critique et professionnalisation en STAPS, selon Nicolas Aublin. Alors, une professionnalisation qui va passer notamment par le management, parce que de plus en plus maintenant, dans les filières STAPS, à partir de la 3e année, donc à votre 3e année de fac, vous pouvez déjà vous spécialiser en management et sport, ou management du sport, je sais pas quoi. Alors, il y a, enfin, c'est pas étonnant d'une part, parce que ça repose sur la même idéologie, hein, comme je disais tout à l'heure. Genre combien d'anciennes sportifs, enfin, c'est plutôt des mecs d'ailleurs souvent qui font ça, d'anciens athlètes de haut niveau professionnels vont faire des conférences à l'ESSEC, à HEC ou je sais pas où pour dire comment être positif, comment être performant, comment manager une équipe, je sais pas quoi. Donc, professionnalisation et par le management. Alors, aujourd'hui, il y a des écoles spécialisées dans le sport business, d'accord, le sport et le management. Il y a vraiment des écoles qui se sont spécialisées là-dedans, notamment AMOS, A-M-O-S, Sports Business School, hein, voilà, qui est spécialisée là-dedans. C'est un gros marché, hein, c'est du lourd. Donc moi, bon, je sais pas tout ça sur la filière STAPS, mais je vais pas y aller. À la place, je vais partir en SHS, Sciences Humaines et Sociales. Donc j'ai un tronc commun la première année, alors c'est à Marne-la-Vallée, donc c'est Disney, quoi, pour vous donner un repère. Donc Marne-la-Vallée, j'ai un tronc commun entre histoire, géographie et sociologie. Bon, les sciences sociales, c'est plus vaste que ça, hein. On pourra ajouter la philosophie, l'ethnologie, l'anthropologie. J'ai eu un cours de méthodologie aussi, méthodologie des sciences sociales. Et au premier cours, en fait, de l'année, cette prof arrive et elle nous dit: vous ne pourrez pas réussir en sciences sociales si vous ne lisez pas. Et moi, je suis sur ma chaise, comme ça, tu vois. Et dans ma tête, je me dis: t'inquiète pas, va. Moi, je vais pas ouvrir un bouquin et tu me verras quand même à l'arrivée, ma grande. Parce que moi, je suis un petit con, moi. Moi, je suis un sportif, je suis un mec, j'ai de l'ego, moi. Moi, on m'a appris à marcher sur l'autre. On m'a appris à me sentir en capacité de lui marcher dessus. On m'a appris à vouloir lui marcher dessus. En disant: vas-y mec, vas-y, mets-toi en face, balance, frappe fort mec, je vais te défoncer mec, je vais te déchirer. C'est ça qu'on m'a appris. Le sport est une institution emblématique de la formation à la virilité. Hein. Pardon. La virilité toxique donc, hein. Pléonasme de nouveau. Parce que, alors, il y a les travaux d'Anaïs Boyon là-dessus, qui est une sociologue du sport, qui a, justement, elle fait le pari d'étudier la place des femmes hein, dans cette institution très excluante et tout ça. Il y a les travaux de Ronan David, qui eux portent sur la virilité, et qui posent finalement la question, quoi. Qui est plus viril qu'un sportif ? Deux sportifs. Sa femme. Ouais. Donc, ça veut dire quoi je veux dire, être viril, former des hommes virils à ce moment-là, au moment où le sport apparaît. Ça veut dire former des hommes aventuriers, guerriers, coloniaux aussi. Ah bah oui. Je veux dire, mais je l'ai fait, je veux dire, comme tout le monde, quoi. Moi, j'ai participé à ça pleinement. Je veux dire, quand on arrive, voilà, on est 5 athlètes, on n'est pas professionnels, tu vois, mais on a un bon niveau. On arrive pour entrer en boîte de nuit, on a un globe comme ça, tu vois. On arrive, alors, bon, on rentre, mais ça revient plus cher, hein, parce qu'il faut payer l'entrée du joueur et de son globe. Donc, évidemment, ça coûte plus cher. Mais donc, on arrive et puis on va être des vrais mecs, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, on prend de la place, on parle fort, on drague. Des vrais mecs, quoi. Bon, le truc qui fait que je réagis aussi comme ça quand cette prof me dit ça, c'est que moi je déteste lire, quoi. Ah vraiment, je ne supporte pas ça, quoi. Alors je me suis un peu amélioré hein, tout le temps, mais le bouquin c'était un repoussoir pour moi pendant des années, quoi.
Moi, j'arrive à l'université, j'ai lu 2 livres dans ma vie. Hein. J'ai lu Charlie et la chocolaterie parce que ma mère m'a obligé. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, je peux pas vous dire. Mais... Et j'ai lu L'Assommoir de Zola pour le bac de français. Je trouvais qu'il portait vachement bien son nom d'ailleurs. Et j'ai même pas été jusqu'au bout. Enfin, voilà quoi. C'est pas mon monde en fait, tout simplement. Enfin, je veux dire, j'ai fait du sport depuis que j'ai 7 ans. Je suis pas là-dedans quoi. Faut quand même avouer que le rayon littérature à Décathlon, si tu veux, ça se bouscule pas quoi, tu vois. Enfin, donc ouais, j'ai essayé tant bien que mal à l'université de continuer à éviter la lecture. Enfin, on m'a donné un bouquin, je l'ai là, de Jérôme Bachet. J'ai absolument rien contre ce mec. Hein. Surtout que la dernière fois que j'ai joué la conf, des gens à la fin sont venus me voir, ils m'ont appris plein de trucs sur ce gars en disant mais il est spécialiste du Chiapas et tout, c'est génial ce qu'il écrit et tout ça. Merde. Peut-être que je me mette à lire du coup Jérôme Bachet, mais pas celui-là. Hein, parce que la civilisation féodale de l'an 1000 à la colonisation de l'Amérique, tu vois l'épaisseur du bazar déjà. Moi, mon premier réflexe, c'est regarder le nombre de pages, tu vois, donc 795, super. Tu regardes, c'est écrit en police 8, tu vois. Alors, t'as quelques images, tu vois, par-ci par-là. Quand on est à chercher les images à l'université, ça la fout mal, quoi, tu vois. T'as rien à le faire discrètement, quoi. Donc, j'ai lu que les conclusions de chapitre, hein, pour les examens. On fait comme on peut, hein. Et donc, ouais, j'ai essayé d'esquiver. Puis, en plus, quand je me suis spécialisé en histoire, enfin, en 2e année, j'aimais pas toujours ce que je faisais. Enfin, ouais, je faisais beaucoup d'histoire et par moments, bon, bah, tu tombes sur un cours où ça va pas le faire, quoi. Moi, j'ai étudié la Chine mongole au XIIIe siècle, les invasions mongoles en Chine. Déjà que j'aime pas lire, si tu me donnes à lire sur les invasions mongoles, tu vois, ça va être compliqué. Bon, après, enfin, c'est pas un jugement de valeur, je veux dire, il y a des gens qui peuvent aimer, c'est pas le problème. Hein. Mais bon, voilà, c'était pas mon trip, quoi. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'un des moyens d'éviter un peu plus de lecture, d'éviter un peu l'université, c'était d'aller m'entraîner à la Ligue de tennis de Seine-et-Marne. Oui, parce que j'y suis retourné finalement. Alors dans d'autres conditions, hein, je veux dire, c'était pas du tout de la sélection, c'était une aide que la Ligue proposait à des joueurs du département. Donc voilà, j'avais plus de recul aussi par rapport à ça, j'avais grandi, j'avais plus de maturité et tout. Et ce qui fait que j'avais plus de recul aussi, c'est que l'année d'avant, en fait, à la fin de ma première année de fac, j'avais fait un tournoi un peu particulier, j'avais fait un tournoi futur. C'est le premier grade des tournois internationaux professionnels de tennis, en fait. À côté de Lyon, à Bourg-en-Bresse, j'étais parti avec un ami, avec mon meilleur pote, qui s'appelle Greg. Et je veux dire, bon, lui était peut-être 900e mondial, 800e mondial à l'époque, je sais plus bien. Moi, j'avais pas du tout de classement international. Mais bon, comme j'avais pas spécialement aimé ma première année de fac, enfin bon, c'était pas non plus transcendant, que j'étais bien revenu dans le classement français et tout, je m'étais dit, après tout, pourquoi pas faire une petite carrière, quoi. Je veux dire, voilà. Donc je suis arrivé en futur, à Bourg-en-Bresse, et j'ai détesté en fait. Ça s'est vraiment très mal passé, j'ai pas du tout supporté l'ambiance. Alors il y a 2 tableaux dans ces tournois-là, un tableau de qualification, un tableau principal. Moi j'étais en qualification évidemment, parce que j'étais un des moins bons, un des plus jeunes, donc en termes de légitimité, j'étais très bancal. Et puis il y a les joueurs du tableau principal qui sont déjà là. J'ai l'impression de me faire juger quand je suis sur le court, enfin ça marche pas quoi. Et je veux dire, moi, voilà, tu t'apprêtes à démarrer le match, tu vois, hop, le match d'à côté a démarré depuis 3 minutes, tu entends déjà des vamos comme ça, oh putain la vache. Là c'est la guerre, fou, allez on y va, c'est parti. Donc ouais, j'ai pas du tout kiffé. Je suis arrivé en futur, j'ai fait ça en fait, j'ai fait... Oh putain. Il s'est passé un truc avec les futurs là récemment, c'est que avec l'épidémie de Covid, en fait, alors les joueurs et les joueuses qui sont en futur sont souvent dans des conditions très précaires en fait. Parce que ça coûte très cher d'aller sur les tournois futurs, il faut voyager beaucoup, il y a le coût de l'inscription, il faut payer une partie de son matériel, sa bouffe sur place, son logement, son transport, bref. Donc c'est vraiment très coûteux. Alors évidemment, il y a toutes celles et ceux qui n'y ont même pas accès tellement c'est cher, hein, on est d'accord. Mais donc il s'est passé un truc avec l'épidémie de Covid, c'est qu'il y a eu plein de tournois annulés partout sur la planète, et du coup les joueurs et les joueuses qui avaient pas grand chose se retrouvaient avec moins que rien, quoi. Et donc là il y a eu une idée qui a été lancée de dire on va faire payer aux joueurs du top 100 mondial, c'est-à-dire les mieux payés du monde, hein, un fonds de solidarité, une cagnotte qui sera redistribuée aux joueurs entre la 250e et la 750e place mondiale. Et donc on paye au prorata de où on est placé le top 100, le 3e paye plus que le 72e. Voilà. C'est une idée qui a fait couler beaucoup d'encre.
je vais vous lire ce que dit Dominic Thiem là-dessus. Alors, Dominic Thiem, vous le connaissez peut-être, c'est un joueur autrichien qui a fait plusieurs finales à Roland-Garros, qui est installé dans le top 10 mondial maintenant depuis plusieurs années. Multimillionnaire, enfin ça se passe bien quoi. Et Dominic Thiem nous dit ça. Beaucoup de joueurs ne placent pas le sport au-dessus de tout et ne vivent pas de manière professionnelle. Je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais donner de l'argent à de tels joueurs. Sympa. Donc la rhétorique méritocratique qu'on connaît bien. Bon voilà. Et il se trouve qu'il a reçu une réponse d'une jeune joueuse algérienne qui s'appelle Inès Ibou. Bon alors là les rapports de domination j'adore parce qu'on est en plein dedans. Je veux dire le mec européen blindé qui a des parents qui étaient dans le tennis, qui vient expliquer un petit peu aux autres comment on fait pour réussir quoi. Et donc il reçoit une réponse de cette jeune modeste joueuse algérienne Inès Ibou. Alors elle a écrit une lettre ouverte que j'ai essayé de réduire. Je vous la livre. Cher Dominique, après avoir lu ta dernière déclaration, je me suis demandé ce qu'aurait été ma carrière et donc ma vie si j'avais été à ta place. Je me suis imaginé ce que ça aurait été d'avoir des parents profs de tennis quand j'ai touché une raquette pour la première fois à l'âge de 6 ans. Tu sais, dans un pays comme le mien, ce n'est pas facile pour une femme d'être athlète de haut niveau. J'ai grandi dans les environs d'Alger, dans une famille très modeste. Je ne remercierai jamais assez mes parents pour leur soutien et tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour que je puisse poursuivre mon rêve. Savais-tu qu'en Algérie, il n'y a pas le moindre cours intérieur ? Et je ne te parle même pas de la qualité des installations ou des cours. On ne savait même pas sur quelle surface on jouait. C'est du gazon ? C'est de la terre battue ? L'Afrique, comme ils disent. Comme toi, j'ai atteint les sommets des classements juniors. Pas le top 10, mais 23e. Pas si mal pour une Africaine, non ? Si j'avais fait partie de ton monde magique à l'époque, j'aurais probablement attiré l'attention de nombreux sponsors et la fédération aurait pris soin de moi. Des sponsors, tu dis ? Adidas, Nike, Wilson, Prince, Ed. Ils n'existent même pas en Algérie. La meilleure joueuse du pays, au sommet du classement mondial junior, et pas un centime en poche. C'est ironique, tu ne crois pas ? J'ai réussi mon passage chez les pros. Malheureusement, je me suis blessé au pire moment possible. Les ressources financières sont la clé pour se remettre en forme. Malgré toutes les difficultés, je me suis débrouillé pour revenir dans le classement international féminin. Aujourd'hui, j'ai 21 ans et je suis autour de la 600e place mondiale. J'espère toujours réaliser le rêve pour lequel j'ai sacrifié mon enfance, ma scolarité, mon adolescence, ma vie de famille, mes amis, mon argent, les anniversaires, les vacances, toute ma vie. Dominique, je te l'ai dit, on ne t'a rien demandé, à part un peu de respect pour nos sacrifices. Alors, comme ça, on est comment ? Vous voyez à peu près ? Ok, ça va ? Bon, je viendrai à ce paperboard un peu plus tard. Moi, j'ai eu la chance en fait de voir les coulisses de ces tournois-là par l'intermédiaire de Greg et par l'intermédiaire d'un autre ami que j'ai rencontré grâce à lui qui s'appelle Ben. J'ai vu leur quotidien, alors ils n'étaient pas du tout dans la même situation qu'Inès Ibou, c'est clair, mais j'ai pu voir ça. Greg a arrêté en fait il y a quelques années. Ça faisait plusieurs années qu'il était joueur sur les futurs, sur les challengers, qui est le grade juste au-dessus. Et il a arrêté, c'était devenu trop dur en fait, d'être loin de sa copine, de ne pas voir ses amis, de ne pas voir sa famille, de voyager tout le temps. Et puis quand on perd, il faut se réentraîner. On perd en tournoi, il faut se réentraîner en bi-quotidien, donc 2 fois par jour, voire 2 tennis, 1 physique par jour. Aujourd'hui, on estime qu'un enfant de 12 ans doit avoir ce rythme-là. D'accord ? On le déscolarise, on le met au CNED, et on est parti pour 20 à 25 heures d'entraînement tennis physique par semaine. Donc il a arrêté. Et en fait, tout au long de sa carrière, Greg avait amené sur la question, sur le débat public, il avait essayé, tant qu'il pouvait, de parler des inégalités en fait. Parce que raconte Inès Ibou en disant, mais je veux dire, on a ratiboisé toutes nos dépenses et on n'arrive pas à bouffer, et eux ils s'engrangent des millions, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Et j'étais d'accord avec lui. Et je me disais, mais pourquoi ils le font pas ? Pourquoi la fédération
internationale de tennis ne fait pas en sorte que beaucoup plus de joueurs et de joueuses gagnent leur vie avec le tennis. Elle a les moyens de le faire, elle a des moyens colossaux. Pourquoi ils ne le font pas? Là, ça nous amène à un truc qui s'appelle la théorie des jeux. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. La théorie des jeux, en fait, c'est des scientifiques qui mettent en place des expériences donc, ludiques, de jeux, en vue d'en faire des interprétations économiques, en fait. C'est ça l'idée. Et dans la théorie des jeux, il est démontré scientifiquement que la coopération amène de meilleurs résultats que la compétition. Les joueurs et les joueuses coopèrent, gagnent, face à des joueurs et des joueuses qu'on a mis en compétition. Et là, ça pose tout de suite une autre question. Enfin, je veux dire, le capitalisme est le système qui prétend être le plus efficace, le plus efficient. Mais alors qu'il prétend à l'efficacité, il nous met tous et toutes en compétition, alors qu'on sait que la coopération est plus efficace. Pourquoi? C'est parce que le capitalisme a besoin de hiérarchie, en fait. Le but, c'est de créer un ordre pyramidal des choses, très très inégalitaire, et de le légitimer. D'accord? L'objectif, en fait, c'est d'avoir une élite. Alors, une élite musicale, une élite intellectuelle, une élite sportive, voilà, et de faire en sorte que tout le monde adhère à ça. Après, on peut être content d'avoir une élite, enfin, je veux dire... Imaginez qu'on prenne une épidémie de dingue dans la gueule, je veux dire, si on n'avait pas une élite formée, je veux dire, qui sait faire face à ça, enfin, je veux dire, ce serait n'importe quoi. On collerait des affiches dans les aéroports avec écrit Stop au virus, on réagirait 5 mois trop tard, on aurait liquidé l'hôpital public pendant 40 ans, et on continuerait d'ailleurs de le faire pendant l'épidémie. Je veux dire, on distribuerait des millions d'amendes à des gens qui ont mal rempli un bout de papier. Vous voyez, enfin, liste non exhaustive, hein, d'ailleurs. Enfin, si on énumère tout, ça va nous emmener tard. Donc enfin, voilà, après on peut être content d'avoir une élite, quoi. Mais donc voilà, l'enjeu c'est ça en fait, c'est cet ordre pyramidal des choses, et le sport légitime ça en fait. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui il y a des médias sportifs qui sont exclusivement dédiés au sport, à son analyse, à ses commentaires, à ses machins. C'est pas qu'un intérêt financier, c'est pas possible, il y a bien un intérêt idéologique aussi derrière. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces médias-là? Eh bien, on fait ressortir des individualités, les meilleurs d'entre nous, les records qui tombent, les machins. Et même dans les sports collectifs, c'est ça qui nous intéresse. C'est les meilleurs d'entre nous. Et donc nous, on finit par adhérer à ça, quoi. Et on finit par défendre l'indéfendable, quoi. On se retrouve à trouver des arguments pour défendre Roger Federer qui gagne 106 millions de dollars rien que sur l'année 2019, d'accord? Le sportif le mieux payé de la planète en 2019, hein, c'était chez nous que ça se passait, c'était un tennisman pour la première fois. Et donc on va dire, mais attends, mais Roger c'est une star, enfin, je veux dire, c'est une icône, il est adulé dans tous les pays du monde, et puis il remplit des stades, quoi, le gars, t'imagines l'argent qu'il rapporte, et puis l'argent qu'il rapporte à ses sponsors, enfin c'est monstrueux, quoi. Ok. Mais ça, est-ce que c'est normal, ou est-ce que c'est normé? C'est-à-dire que ça relève d'une construction sociale, en fait, qu'on pourrait complètement dézinguer, quoi, et refaire les choses autrement. Moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est quand j'ai commencé à enseigner à des enfants à l'âge de 15 ans, mais j'ai reproduit ça, en fait. J'ai reproduit ce schéma-là, élitiste, je veux dire, c'était des enfants en loisir, mais c'était ma logique à moi de, non, on fait de la technique, on fait du physique, ça va être dur, on va en chier, voilà, on y va, quoi. Et j'ai entraîné comme ça pendant des années, sans me poser de questions. Très récemment, là, en fait, quand j'entraînais de manière informelle, quoi. Je pas de contrat de travail, ni rien. Je faisais des remplacements avec les clubs et tout ça. Jusqu'en mars 2020, en fait. Jusqu'au premier confinement. La club fermée, je me suis retrouvé sans rien. Et là, c'est vrai que je me suis dit, putain, le 19e siècle, c'était pas terrible quand même. Tu vois, mais je veux dire, la sécu, les cotises, j'ai une petite protection sociale, ça fait pas de mal, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'arrête ça, il faut que j'essaie de sortir un peu de cette situation-là. Et donc, je me suis inscrit à une formation d'éducateur de tennis pour avoir un contrat de travail, en fait. Alors, éducateur de tennis, là, cette formation s'appelle le CQPET, Certificat de qualification professionnelle d'éducateur de tennis. Bon. Et donc, je m'inscris à cette formation. Elle démarrait en août 2020, voilà. Et la formation de la conf commençait en septembre 2020. Et donc, quand j'arrive à la formation d'éducateur, je commence déjà un petit peu à réfléchir à ce que je vais dire dans la conf et tout ça. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas me servir de ça pour faire un terrain d'enquête, pour faire ce qu'on m'avait appris à faire à l'université, en fait. Parce que
à la fin de ma licence d'histoire à Marne-la-Vallée, à Disney, là, je suis parti à Strasbourg, dans un sport-études, un CNUT, voilà. C'est notre meuble Ikea à nous. Un CNUT, donc c'est un centre national universitaire de tennis. Donc pareil, j'avais pas pu beaucoup jouer pendant ma licence, hein, et puis paf, dès que j'ai l'occasion, je repars dans une structure de haut niveau, vous voyez, enfin je vais refaire l'entraînement intensif et tout ça. Et donc j'arrive à Strasbourg et je m'inscris en parallèle dans un master de sociologie. Et donc en sociologie, on nous apprend des méthodes d'enquête quantitatives, on pourrait dire, où on va essayer de créer une base de données à partir de questionnaires, et puis des méthodes d'enquête plutôt dites qualitatives. Alors, qualitatif, ça va être des entretiens, des observations, et dans les observations, il y a des observations participantes ou non participantes, puis déclarées ou non déclarées. Donc je vous donne un exemple. Moi, une fois, j'ai fait une observation participante non déclarée dans un casino de jeu, à une table de blackjack en fait. Donc je me mets à la table, donc observation participante, mais non déclarée, parce qu'évidemment, j'ai pas prévenu la direction du casino que j'allais observer un petit peu comment leurs joueurs misaient, s'il y avait des interactions avec la croupière, machin. Bon, là, je vous le dis honnêtement, je me prenais complètement pour un agent secret. Hein. Les casinos, t'as pas le droit de sortir un bout de papier, t'as pas le droit à ton téléphone à côté de la table, il y a des caméras partout. Enfin, j'allais noter des trucs dans les chiottes comme ça. Enfin, j'étais complètement dans mon film. Hein. Et donc, je me dis, je vais faire pareil à la formation d'éducateur en fait de tennis. Je vais faire une observation participante non déclarée. Je veux être éducateur, mais voilà, je vais voir si je peux tirer des trucs de là, quoi. J'ai pas regretté. Parce que la formation nous était donnée par un cadre de ligue, hein, donc à la Ligue Grand Est de tennis. Alors là, je veux dire un petit truc pour me protéger aussi un petit peu, parce que la formation s'est finie il n'y a pas très longtemps. Et j'ai absolument rien contre le formateur. Enfin, je veux dire, le mec a été très gentil tout du long avec tout le monde, pédagogue, enfin il n'a jamais été cassant, il a écouté les critiques qu'on pouvait lui faire aussi. Enfin, le mec nous amenait les croissants le matin, enfin vraiment le gars réglo, quoi, vraiment réglo. Et donc je redis que je fais une analyse structurelle, hein, qui s'attaque aux institutions, à l'idéologie des structures. Je veux dire, si ça avait été un autre mec à sa place, je pourrais probablement vous dire la même chose aujourd'hui. Et donc ce formateur nous explique qu'on ne parle pas d'exercice en fait, dans la formation. Avec les enfants, les exercices, c'est l'école, c'est chiant quoi. Non, on parle de jeu, nous. On parle de jeu. Ok ? Il nous dit, j'utilise le mot jeu parce que le but c'est que les enfants prennent du plaisir. Sympa. Il ajoute, mais il faut qu'il y ait un comptage. Un comptage de points donc. Hein. Les petits ne sont pas intéressés si on ne compte pas les points. Ah d'accord. Ah non mais moi je suis en train de m'enflammer là depuis plus d'une heure à vous parler de capitalisme, sport, rapport de domination, compétition, machin. Mais autant pour moi, je me suis trompé. En fait, si on fait tout ça, c'est parce que les enfants demandent ça. D'accord ? C'est logique en fait. Et s'ils ne demandaient pas ça, on ne ferait pas ça. D'accord ? Ça marche à la confiance hein, aussi. Tu vois ? Alors, je ne sais pas si on peut vraiment mesurer l'aspect scandaleux de cet argument, mais déjà parce que c'est une inversion en fait de la logique d'offre et de demande. Hein. C'est comme si on disait, nous, dans les années 60-70, on a demandé des hypermarchés. Des supermarchés, des trucs de 10 hectares avec des parkings de 40 hectares. Voilà, on a demandé ça avec des produits qui venaient de partout dans le monde. On a demandé ça. Et donc, les grands capitalistes, les multinationales, machin, nous ont dit ok, on vous le fait. Je ne veux pas entendre de merci, rien du tout, attention. Hein. C'est pour nous. Et puis c'est dégueulasse de faire porter ça aux enfants. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, quoi. C'est comme si on disait la note individuelle à l'école, les enfants ils adorent ça, ils la réclament. Super, bien avancé avec ce genre de raisonnement, quoi. Je vous en fais une autre. Les méthodes traditionnelles ne parviennent pas à insuffler assez de confiance en soi pour que les élèves aiment matcher. Je vous la refais. Les méthodes traditionnelles ne parviennent pas à insuffler assez de confiance en soi, stop. On aurait pu s'arrêter là. Les méthodes traditionnelles, comme les nouvelles d'ailleurs. Hein. Oui, c'est sûr, quand on fait de la compétition sans arrêt tout le temps avec des gamins, le gamin qui se fait déchirer tous les mercredis et les samedis après-midi, c'est clair qu'à la fin de la semaine, il se dit pas « putain, je suis génial ». Il dit plutôt « putain, je suis une merde ». Donc c'est vrai qu'en termes de confiance en soi, on est assez calme. Mais là, il dit pas ça. Il dit assez de confiance en soi pour que les élèves aiment matcher.
Parce qu'il faut qu'ils aiment ça en plus de se foutre sur la gueule. D'accord? C'est fun en fait. Phrase suivante. Il faut donc développer l'amour du jeu. Et là, on est dans le double discours en fait. On nous fait croire que c'est des jeux, que ça va être fun, que ça va être sympa. Mais en fait, on fait du sport. En fait, on va nous trier, on va nous hiérarchiser, on va nous sélectionner, on va nous maltraiter. C'est ça qui se passe. Bon. Moi, à ce moment-là, je rappelle que je suis en observation participante non déclarée. Donc, la formation va quand même durer plus d'1 an, parce qu'elle s'est finie là, il y a quelques semaines, à la fin juin. Donc, évidemment, il ne faut pas se révéler. Hein. Donc, quitte à le surjouer vraiment de manière horrible, là, t'entends ce genre de truc, tu dis, ah ouais, ça c'est super, ça. Les enfants aiment matcher là sur la confiance en soi, j'adore ça, c'est génial, vraiment, c'est formidable. Bon, le problème c'est que c'est pas toujours faisable de faire ça. Parce qu'il a fini par nous parler du cahier de l'enseignant. Alors, le cahier de l'enseignant, c'est une espèce de bible, quoi, de l'éducateur de tennis. Et dans le cahier de l'enseignant, par contre, c'est écrit de manière très claire, à la 6e page, au tout début. Les objectifs de la nouvelle école de tennis sont à la fois de fidéliser les enfants dans les clubs, passage souligné, et de les amener à la compétition, passage souligné également. Fidélisation des enfants, logique de marché, compétition, capitalisme, moi je vois bien, c'est bon, on y est quoi, on y est. Phrase suivante. Pour cela, il est important de partir des besoins et des aspirations de l'enfant, donc de mettre en avant la notion de jeu dans notre enseignement. On n'est pas bien là? Moi je le vois vraiment comme le truc dégueulasse qu'on a enrobé d'un coulis de framboise, quoi. Tu vois, pour que ça passe mieux, quoi. Un truc, voilà. Parce que, bon, je veux dire, fidélisation des enfants, je reviens là-dessus quand même. Enfin, je veux dire, c'est un langage marketing, hein, tu vois. Et le formateur a vraiment fini par nous faire le parallèle entre le club de tennis et l'entreprise, tu vois. En disant, bon, voilà, en fait, l'entraîneur, c'est un peu comme le directeur du comité exécutif de cette entreprise. Il va falloir qu'il monte des projets pour pas se faire piquer des parts de marché par l'entreprise d'à côté, qui est plus jeune, qui est plus dynamique, parce que vos membres, c'est un peu comme des clients. Alors moi, j'étais là, observation participante non déclarée, c'était terminé. Hein, j'étais comme ça. Je savais plus du tout où me foutre, quoi, tu vois. Enfin, ou alors tu crois que tu arrives à donner le champ, tu sais que tu es impassible, mais en fait, tu saignes du nez ici. Alors, vous allez me dire, ok, bon, Valentin, ok, pourquoi pas, enfin, je veux dire, il y a peut-être de la compétition dans le sport, ok, machin, mais quand même l'important dans le sport, on le sait depuis longtemps, ça, Coubertin l'avait dit. L'essentiel dans le sport, c'est de participer. Yes. De participer, ouais. Alors, Coubertin, c'est un fasciste. Hein. Je veux dire, il a félicité Hitler pour les magnifiques Jeux Olympiques qu'il avait organisés en 1936. Il a exclu les femmes de l'olympisme très tôt. Donc c'était réservé aux hommes forts, machin. Alors, cela dit, il est un peu revenu dessus. Parce qu'en 1936, il a dit aussi que les femmes étaient là pour couronner le vainqueur. Et c'était une bonne année 1936, hein, il était assez en forme. Et on a gardé ça, hein, du coup, couronner le vainqueur. On a gardé les hôtesses en mini-jupe qui venaient donner un bouquet de fleurs, podium de MotoGP, cyclisme, Formule 1, compagnie. Voilà, génial. Mais Coubertin, cela dit, il a compris en réalité ce qu'était le sport. Et il fait très bien la différence, lui, entre sport, activité physique, compétition ludique et sport. Il a compris, lui. De là à dire que le sport obéit à des logiques fascistes, hein, il n'y a qu'un pas. Donc Coubertin nous dit ça en fait. Il ne suffit pas de pratiquer des exercices physiques, fût-ce sous forme de compétition ludique, pour faire du sport. Bien sûr, je veux dire, compter les points, c'est même pas tellement le problème. Enfin, je veux dire, si là on se met à faire un molki, une pétanque, un water polo dehors, je veux dire, oui, on va peut-être faire des équipes, il y aura peut-être des gagnants, des perdantes, enfin voilà, oui, peut-être. Mais ça n'a pas de conséquences en fait sur nos vies. Il ne se passe rien, il n'y a pas d'impact sur nous. C'est un espace symbolique de compétition. Dans le sport, ce n'est jamais le cas. Jamais. Il y a toujours des compétitions, des conséquences
très concrètes, très palpables, de prestige, on va te dégager d'une structure, tu vas pas avoir accès à la visibilité que tu aurais pu avoir, à des conséquences matérielles en fait, très concrètes. Coubertin va nous dire ça en fait. On va définir le sport comme ça. Le sport est le culte volontaire et habituel de l'effort musculaire intensif, appuyé sur le désir de progrès et pouvant aller jusqu'au risque. Jusqu'au risque, hein, par rapport à toutes les conneries qu'on entend sur le sport est bon pour la santé. Oui, d'accord. Mais... on va dire ça aux judokas qui sont en dépression parce qu'ils font des sèches pour être dans la bonne catégorie. Il y a la conférence de gesticulé de Franck Courtois là-dessus. À dire ça aux joueurs de tennis qui ont des prothèses de hanche à 35 ans. Aux gymnastes là, de 14-15 ans qui sont déjà pété le dos. À des footballeurs hein, qui crèvent dans les centres de formation parce qu'ils sont déjà chargés comme des mulets. À des boxeurs ou des boxeuses hein, qui sont morts sur le ring. Bon pour la santé, oui, monsieur va. On repassera, hein, tu vois. L'activité physique, oui. Relativement raisonnée, relativement régulière. Oui, elle est bonne pour la santé. Le sport, non. Le sport dézingue les corps. Il détruit le corps et l'esprit. La psyché des enfants, enfin. Donc pour revenir sur la phrase que vous m'avez soufflée, l'essentiel c'est de participer, c'est une phrase qui est faussement attribuée à Coubertin en fait. En fait, c'est le discours de l'évêque de Pennsylvanie au JO de Londres en 1908. Et bon, Coubertin va reprendre la phrase, la traduction, machin, plus ou moins erronée, dans le magazine de l'Olympisme, sur les mêmes JO en 1908. Et la phrase de Coubertin dit ça, en fait. L'important dans ces Olympiades est moins d'y gagner que d'y prendre part. Et là, il y a un journaliste qui s'appelle Philippe Thureau-Dangin qui a dit, mais attention, on prête à cette phrase le sens contraire de ce que Coubertin voulait dire en réalité. Nous, comme des cons, on y voit une consolation pour les perdants. D'accord ? Nous sommes naïfs, nous, on est sympas. On dit, bah oui, c'est pas grave, c'était là, c'était chouette. Pas du tout. C'est pas du tout ça, ce que voulait dire Coubertin. L'important est moins d'y gagner que d'y prendre part. Ça veut dire que l'objectif est que tout le monde y prenne part. Que tout le monde rentre dans la danse du sport, de la compétition généralisée. C'est ça l'enjeu. Et ça tombe très bien. Parce que la Fédération française de tennis a la solution pour ça. Pour élargir encore davantage l'assiette, on pourrait dire, de la compétition sportive. Cette solution s'appelle les matchs libres. Les matchs libres, non mais franchement c'est pas un nom de génie déjà, des matchs libres, enfin je veux dire on va faire des matchs qui sont libres quoi, moi j'ai rien que d'entendre le truc mais je suis au taquet quoi. Alors les matchs libres, le concept est très simple, il y a des enfants qui ne veulent pas faire de la compétition, qui ne connaissent pas la compétition, des parents qui veulent pas, pareil, ils sont pas au courant, je sais pas quoi, et bah c'est pas grave, parce que en fait à la place d'un cours qu'ils vont avoir dans leur club habituel, à leur horaire habituel, avec leur prof habituel, et ben en fait ce sera pas un cours. En fait ce sera des matchs libres. Et donc bah, on va, en tant qu'éducateur, déterminer le format du match, on va lancer les matchs, et ce sont des matchs officiels qui compteront dans le classement, les enfants pourront consulter leur palmarès en ligne, sur l'application, voilà, un truc génial. Et donc bon, bah, nous ça nous permet déjà de savoir sur qui se concentrer, pour éviter un petit peu de perdre de temps avec ceux qui ne mettent pas un pied devant l'autre. Donc voilà, on peut réduire un petit peu la jauge. Et on peut faire ça avec des adultes aussi, ça marche aussi. Enfin, je veux dire, alors je vous refais pas le truc des classements, mais jusqu'en début de classement avec des adultes, ça fonctionne. Parce que les adultes, c'est pareil, des fois ils osent pas, tu vois, se faire jauger, se faire juger. Ça va quoi, enfin je veux dire, on se fout sur la gueule et puis c'est marrant. Alors, bon, moi je fais pas ça. Je veux dire, les matchs libres, j'ai dû donner le change un petit peu pour la formation, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, la compétition a déjà suffisamment dézingué de gens comme ça. Tu vois, on n'est pas obligé non plus d'aller chercher ceux qui s'étaient un peu planqués, quoi. D'autant qu'il y a d'autres manières d'enseigner, en fait. Imaginons qu'on ait allez, 6 enfants, voilà, 6 enfants qui arrivent pour avoir un cours de tennis, pour découvrir. Ils sont complètement débutants. Donc si on imagine que le filet est devant nous comme ça, on va pas pouvoir en fait les faire échanger de part et d'autre du filet comme ça. Ça va pas marcher, même avec les balles adaptées et tout, ça va pas marcher. Donc on va plutôt utiliser la largeur du cours. Donc le tennis est une discipline qui
qui se pratique de profil. Hein. On a tout le temps une orientation des épaules comme ça avant de jouer nos cours, même au service, on a plutôt démarré comme ça. Voilà. Donc, les enfants, on va les mettre de profil, on va utiliser la largeur du cours, donc voilà, paf. Donc on va travailler l'engagement de coup droit. Donc on va lâcher la balle à côté de soi comme ça, elle va rebondir et puis on va pouvoir la taper. Et vous les mettez par deux. Donc les uns en face des autres, 3 duos, quoi, ils sont 6, paf, paf, paf. Et puis en face, en fait, vous leur donnez pas de raquette, vous leur donnez un cône, vous voyez, un pot avec un trou comme ça au milieu, et ils vont essayer de réceptionner la balle dans le plot, alors directement ou après des rebonds, comme on veut. Et donc, on va leur apprendre en fait à lire une trajectoire de balle, à savoir où se positionner pour la faire rentrer dans le cône, machin. Et donc là, il y a 2 options en fait pour l'éducateur. Soit on dit, ok, le premier duo qui me met le plus de balles dans le cône a gagné. 2 gagnants, 4 perdants. Ou alors, on dit, ok, je vous laisse 5 minutes, il me faut 15 balles dans les cônes. D'accord ? Je m'en fiche il faut que vous arriviez à 15. Et après, on peut augmenter, mais vous êtes ensemble. Déjà, c'est pas la même logique. Et voilà, évidemment, au début, ils vont dire, non mais, moi j'en ai mis 8, l'autre il en a mis 3, machin. Déjà parce qu'il y a souvent l'école derrière qui leur apprend à s'humilier et à se mettre en compétition les uns les autres. Mais donc, si on le fait à chaque fois, ça va finir par payer, quoi. Ils vont finir par se coucher. Et si on fait évoluer la situation, on peut dire, cette fois, on va utiliser le filet. Voilà, vous êtes tout seul derrière la ligne du carré, par exemple. Et puis, on est reparti pour l'engagement de coup droit. Paf, paf, on est de profil, on a emmené la raquette derrière. Ok, on va lâcher la balle. Et en avant Guingamp, on la tape. 2 options. Celui ou celle qui m'envoie le plus de balles de l'autre côté du filet a gagné. Un gagnant ou une gagnante, 5 perdants. Ou alors, on dit, ok, je vous laisse 5 minutes. Il me faut 20 balles au-dessus du filet. Quand vous en avez 4, 5, individuellement, personnellement, vous arrêtez d'envoyer et vous allez aider les autres. Ça peut être en leur remontrant le geste, tout simplement, qu'ils essayent de mimer. Ça peut être, si on se met sur l'extrémité comme ça, peut-être de ce côté-là, si c'est un droitier, machin, on va se mettre là, et en fait, vous lui lâchez la balle. Et le camarade, il n'a plus à se concentrer sur les 2 en même temps, parce qu'il s'en mêlait les pinceaux. Il a juste à regarder la balle et il peut y aller. Pour l'aider, moi je peux remontrer aussi. Et donc, là on est dans une autre logique en fait. Là vous les incitez à coopérer, à s'entraider, à partager du savoir. Et là, vous êtes limite en train de faire un cours communiste. Le mot est lâché. Alors, on peut se rassurer, quand je dis communiste, en fait on entend goulag. On entend Staline, on entend totalitaire, on entend autoritaire, on entend gris. Je sais pas ce qu'on entend, mais on n'entend pas communiste. Et c'est assez logique, parce qu'encore une fois, là, c'est un mot, un signifiant, comme on dit, qui est chargé d'histoire, quoi. Et puis, la propagande capitaliste a fonctionné à plein régime pour dézinguer ce mot-là. Mais, cela dit, la gauche radicale, très tôt, a critiqué l'URSS, en fait, en disant, mais attention, ce qu'on voit là-bas est moins du communisme qu'une alternative capitaliste. Une alternative inattendue, mais une alternative quand même. Parce que les rapports de domination sont inchangés, d'accord ? Le système pyramidal est toujours là. Alors, il y a dans un cas le président avec, je sais pas comment on dit d'ailleurs, le directeur de l'entreprise avec une étatisation totale. Et dans l'autre, vous avez le PDG avec la propriété privée lucrative, etc. Mais on est face à un même productivisme saccageur, on est sur les mêmes logiques en fait. Et donc communiste, en fait, il faut essayer de se réapproprier ce mot-là. Et il y a j'ai écouté une interview d'un philosophe et économiste qui s'appelle Frédéric Lordon, qui avoue lui-même en fait, dans les années 80-90, il dit il y a plein d'intellectuels qui ont arrêté d'utiliser ce mot-là, tellement c'était impossible en fait, tellement il avait été dézingué. Et il se met dedans, et il dit mais il faut pas qu'on perde ce mot-là, on en a besoin pour nos luttes. Et il dit il faut tenir le point. Tenir le point. Putain mais moi quand il a dit ça, mais ça m'a fait tilt direct quoi. Tenir le point quoi, comme au tennis. Je veux dire, en face il y a un adversaire qui frappe fort, d'accord, qui joue près des lignes.
qui joue long, machin, c'est dur. Donc là, il faut tenir le point. Et donc là, alors là, on n'a plus le temps de se mettre de profil. Hein. Là, on va se mettre un peu sur l'avant des pieds comme ça. On va descendre un peu le centre de gravité. Là, et on tient. On va raccourcir les préparations. Tout se passe par le bas et on est parti. Et on tient. On serre les fessiers, on serre les abdos et on tient la baraque. On tient le point. Ce qui m'amène à mon paperboard. Alors là, suspense de la couleur, je ne sais pas du tout laquelle utiliser, vous allez me dire. Rouge. Rouge. Noir. Rouge. Putain, elle est belle, je l'ai pas. Je vous fais un cours de tennis. Là déjà, le premier trait, on en est où? On veut pas. Ouais. Ouais. Ok, nickel. D'accord. Là. Là, il y a le filet qui est à peu près là. La ligne de carré. D'accord. Comme ça. Premier constat. C'était effectivement des études de sciences sociales et pas les beaux-arts. Je dirais qu'en termes de perspective, on est assez calme. Donc, pour revenir sur ce que je disais là, à propos des mots, Thierry, pendant la formation, nous avait dit, mais quand on parle avec les mots de nos adversaires, exactement, on est mort. Il y a une phrase de Sandra Lucbert, qui est une romancière qui a écrit un bouquin sur le procès France Télécom. Elle a une phrase comme ça que je trouve très belle et très juste. Elle dit « Si on pense avec les catégories de ceux qui nous écrasent, on ne peut pas élaborer notre colère. » Et donc, pour rester sur cette métaphore au niveau des mots, parfois, en fait, les profs de tennis vont parler, donc si on imagine qu'il y a un joueur là, d'accord ? Ils vont parler de l'échange, d'accord ? L'échange au tennis, donc ça, hein, comme d'un dialogue, en fait. D'accord ? Ça va là-bas ? Ok. Ils vont parler de ça comme d'un dialogue. Alors, on se calme, hein, c'est pas un dialogue social, d'accord ? Ça n'existe pas, ce truc. Lui, il veut gagner le point, lui, il veut gagner le point. Ils ont des intérêts contradictoires, antinomiques, il n'y a pas de compromis possible, d'accord ? Donc, et ils vont dire en fait à un joueur, on pourrait dire combat en fait, hein, à la place de dialogue, mais c'est pour rester sur la métaphore, sur les mots. Et les profs de tennis vont dire à des joueurs qui partent trop vite à la faute, qui ratent trop tôt dans l'échange. Ils vont lui dire, mais ne refuse pas le dialogue, ne refuse pas le combat, il est là de fait, et il va falloir que tu l'acceptes. En revanche, au sein de ce dialogue, il va falloir que tu parles avec tes mots, que tu utilises tes mots à toi et que tu le lui imposes. C'est ça l'enjeu. Je vais refaire un petit changement de côté. La conf, en termes de contenu, en fait, c'est 1 heure, le reste, c'est des changements de côté, quoi. Non, mais je le fais plus vite. Mais moi, ça me saoule. Donc oui, quand je parle de ça, imposer les mots, là, on parle de filière, en fait, au tennis, hein, imposer sa filière. Quand je parle de ça, en fait, je parle de tactique. Et ça tombe bien parce que, en parallèle de l'université, je vivais mes premières expériences militantes, quoi. Moi, ma première manifestation, c'était la loi travail en 2016. On voyait à quel point je suis un bébé politique, hein. Mais malheureusement, il y a eu d'autres occasions d'aller dans les rues. Et donc, là, plus récemment, avec la réforme des retraites, quand j'étais à Strasbourg, il y a eu un mouvement étudiant à Strasbourg et il y a eu beaucoup d'assemblées générales. Et dans ces assemblées générales, on parlait très peu tactique. Vraiment, j'étais très surpris, en fait. Parce que au tennis, c'est vraiment omniprésent, quoi. Et on parlait très peu tactique. En revanche, il y avait un mot qui revenait tout le temps. On est contre. On est contre la réforme des retraites. On est contre la réforme par points. On est contre la réforme par capitalisation. Et on était déjà contre la loi travail. on était contre l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants et les étudiantes étrangères. On est contre. Et donc, moi, pareil, ça m'a fait tilt, quoi. Parce que le contre, en fait, c'est un vrai coup de tennis. Ça existe.
Moi, j'ai été contreur. Quand j'étais gamin à la Ligue, j'étais voilà, petit, chétif. Bon, ça n'a pas tellement changé, mais j'avais pas la puissance pour imprimer de la vitesse à la balle. Et donc, je me servais de la force adverse pour contrer. Un peu en mode Aikido, quoi. Le problème du contreur, c'est qu'il décide de rien. Il n'a jamais les cartes en main. Il ne fait que défendre, il ne fait que subir. Et donc, au fur et à mesure des années, en fait, les joueurs grandissant, frappant plus fort et tout, j'arrivais plus en fait à les tenir, j'arrivais plus à les contrer. Et donc, j'ai dû faire évoluer mon jeu. J'ai dû essayer de m'appuyer sur un plus gros service, moi aussi, peut-être rentrer un peu plus dans le terrain, être plus agressif, finir au filet, ce genre de choses. Mais est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça dans nos luttes aujourd'hui? Est-ce qu'on réfléchit en termes de tactique, ou mieux, est-ce qu'on réfléchit, alors je vais le mettre là, en abréviation, OFATCH. Objectif, j'écris aussi très bien, comme vous pouvez le constater. Stratégie. D'accord? Et tactique. Dans cet ordre-là, objectif, stratégie, tactique. C'est Peter Gelderloos, qui est un philosophe libertaire états-unien, qui a mis en place ce schéma en disant que toutes nos luttes aujourd'hui devraient se penser dans ce sens-là, en fait. D'abord, on se donne des objectifs, ensuite on définit des stratégies, et ensuite on met en place des tactiques. Alors, si je vous fais un parallèle avec le tennis, j'arrive à un match, j'ai un adversaire, objectif, trouver ses points faibles. Voilà, c'est bon, j'ai un objectif. Stratégie, c'est-à-dire ce qui va encadrer nos modes d'action, et ben je vais dire que je vais utiliser l'échauffement. Voilà. L'échauffement va être le moment où je vais mettre en place des choses. Tactique, c'est-à-dire les moyens concrets, ce qu'on va faire, les modes d'action concrets qu'on va développer. Et ben, à l'échauffement, je vais varier toutes mes balles. Je vais jouer très lifté, d'accord? Donc la balle va tourner dans ce sens-là et elle va remonter au rebond, elle va accélérer. Je vais jouer des balles chippées, donc coupées dans ce sens-là, sens inverse, et la balle va s'écraser au rebond. Je vais jouer des balles tendues, je vais jouer des balles très bombées, je vais jouer vite et puis je vais jouer plus doucement. Et je vais voir comment elle réagit. Et quand j'ai vu, j'appuie. J'appuie là où ça fait mal. Peter Gelderloos, lui, prend l'exemple en politique d'un objectif à court terme, alors ça va être 1 an, 2 ans, hein, en politique c'est court terme, en disant on veut créer une clinique populaire gratuite. Ce qui n'est pas con parce qu'il faut payer les urgences là bientôt. C'est fait. Ouais. Ah, c'est fait. 18. 18 €, super. Donc c'est ça notre objectif. Stratégie, c'est-à-dire ce qui va encadrer nos modes d'action. Lui, il parle d'une stratégie illégaliste, c'est-à-dire souterraine. Hein. On va essayer de passer inaperçu auprès des pouvoirs publics, se consolider, et quand on est plus fort, on revient, on les met devant le fait accompli, on les oblige un peu à nous donner ce pour qu'on a travaillé. Tactique, mode d'action concret, ouvrir un squat. C'est une technique offensive, on peut réquisitionner du matériel. Enfin, voilà, après c'est à débattre collectivement, mais c'est ça l'idée. Et ça m'a fait penser à ce que dit un autre philosophe et sociologue qui s'appelle Geoffroy de la Gannerie. Alors, si vous commencez à vous dire que je cite beaucoup de noms pour un mec qui lit pas, c'est que je me suis mis finalement à lire à l'université parce que j'ai pas eu le choix et que je passe beaucoup d'heures sur YouTube. Donc je continue en fait d'esquiver un petit peu la lecture malgré tout. Donc Geoffroy de la Gannerie qui dit aujourd'hui la gauche quand elle se mobilise, donc la gauche radicale, hein, quand la gauche se mobilise, en fait elle s'autodétruit. Pour 2 raisons. Parce qu'elle a fétichisé des formes d'action qui ne sont plus efficaces aujourd'hui, la grève, la manifestation, le sitting, la pétition, etc. Des modes d'action qui n'ont plus à avoir une efficacité dans l'histoire, hein, c'est pas le problème. Mais aujourd'hui ça marche plus. Et la deuxième raison, c'est que c'est cette logique de contre, justement. Parce qu'en fait, il prend l'exemple de la réforme des retraites, il dit mais quand on lutte contre la réforme par points, on en vient de fait à légitimer le système qui lui précédait, à savoir le système par répartition. Et pourtant, ce système-là, on le critiquait, on n'en voulait pas. Et donc, en fait, on a perdu du terrain. Bon, il y a le travail de Bernard Fléau, que pas mal de gens connaissent ici, je pense, sur la réforme des retraites, mais je ne vais pas m'éterniser, mais qui en gros dit, voilà,
la réforme par points est une espèce de drap rouge que la classe dirigeante agite devant nous pour qu'on fonce un peu tête baissée, mais l'enjeu, c'est une répartition des retraites communiste ou une répartition des retraites capitalistes. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà, je pas le temps de dire plus là-dessus, mais c'est donc ce que Geoffroy de Laganerie explique. Et donc, ça m'amène à ce que disait, je reviens à l'interview de Frédéric Lordon, en fait, parce qu'il dit, mais là, bon, c'est un adversaire, mais c'est pas un adversaire comme les autres, en fait, c'est un canon à balles. Et il tire, et en fait, les balles, c'est des lois. Bon, lui, il appelle ça, dans l'interview, il appelle ça des projets de démolition. L'objectif, c'est juste de casser la sécu, casser le droit du travail, casser la Constitution, bientôt, avec les policiers qui s'y mettent, là. Donc voilà, c'est juste ça, projet de démolition. On nous fait croire que c'est la modernité, en fait, c'est le 19e siècle. Et donc, il tire. Et nous, avec cette logique de contre, là, eh ben, on court après. Moi, je sais d'autant plus que j'ai été en face d'un canon à balles une fois sur un cours de tennis. Voilà, je suis arrivé dans un club, il n'y avait pas le joueur dispo, le club avait ça, j'ai pris ça. Tu crois que tu peux le régler, tu peux pas le régler en fait. Ça tire plus vite que ce que tu as demandé, ça tire hors des limites. Enfin, j'ai failli péter un câble à cet entraînement. Et donc, on est parti, le truc tire des lois, donc nous, sur le terrain comme dans la rue, c'est parti quoi, on y va, on se mobilise, au début on est au taquet quoi, tu vois. Moi, les 4 premières balles du canon, mais je mettais un jus de dingue quoi, tu vois, je on met de l'intensité quoi, tu vois. Et dans la rue, les caisses de grève, les mobilisations, c'est parti quoi. Mais sauf que lui là, mais il tire ce con, et il s'arrête pas. Et donc nous, au bout d'un moment, on n'en peut plus, putain. Ah putain, contre-pied. Et donc, on finit par être complètement débordé. On finit par être à la rue. Excellent. C'est bientôt fini. Et donc, à l'arrivée, on perd, putain. On perd. Et elles passeront, ces lois. Elles passeront, putain, tout. Enfin, elles passeront à coup de matraquage pendant des mois, d'absentéisme à l'Assemblée nationale, de vote pendant la nuit, de 49-3, d'ordonnances, de tout ce qu'on veut. Toutes les institutions de la Ve République sont faites pour que ces putains de lois passent. Et donc, Frédéric Lordon finit la métaphore et dit faut arrêter de courir après les balles. On fait le tour du filet, et puis le canon, on lui met un grand coup de raquette dans la gueule. Putain, moi, franchement, j'aurais bien aimé la trouver, l'analogie avec le canon, là, pour parler de ça avec mes potes avec qui j'étais au sport-études. Je veux dire, je me prenais mal, c'était jamais le bon moment, jamais la bonne façon de faire. J'arrivais pas à leur parler de tout ça. Je passais d'un espace qui bouillonnait, quoi, politiquement, d'une salle de classe de sociologie, d'université, d'une assemblée générale. Un cours de tennis, on faisait de la compétition, un cours de beats entre mecs, on est plein de contradictions. Le problème, c'est que moi, les valeurs du sport, j'y ai cru, en fait. Je les ai défendues, même. Je vais vous lire ce que je disais à une amie, il y a quelques temps. Je sais pas pourquoi on s'était retrouvé à parler des valeurs du sport, c'est vraiment les textos que j'ai retrouvés. Elle me disait, les valeurs du sport, laisse-moi rire. Il y a quoi à part machisme, désintérêt total pour le reste du monde, culte du corps, grossophobie, sexisme of course. Je l'oubliais tellement il est évident. Moi je répondais, il y a du sexisme et du machisme dans le sport, oui, mais donne-moi un domaine où il n'y en a pas. Puis je récitais ma leçon. Solidarité, maturité, dépassement de soi, goût de l'effort, apprentissage de l'échec, persévérance of course. Je l'oubliais tellement il est évident. Vous voyez que sur la forme, je suis même en train de me foutre de sa gueule, tellement je sais que j'ai raison et que je suis génial. C'était en mai 2018 qu'on a eu cet échange. Depuis, j'ai essayé d'entamer un petit peu ma déconstruction par rapport à ça. Il y a du boulot. Et ça me fait d'ailleurs penser à de nouveau une anecdote qu'Anthony Pouliquin m'avait racontée. Quand je l'ai eu au téléphone, c'était pendant le tournoi de Roland-Garros 2020 aussi. Et en fait, je lui ai dit, je suis en train de préparer la conf, je sais ce qu'il y a derrière ce tournoi, je connais l'idéologie du sport maintenant un petit peu, je vois les sponsors les plus dégueulasses, BNP Paribas, Rolex, je sais ce qu'il y a derrière.
Et pourtant, je continue de regarder, parfois en étant un peu encore fasciné par ça, comme un enfant, quoi. Et il m'a dit, bah, je comprends, c'est assez logique au vu de ton parcours, mais en même temps, c'est un peu une forme d'aliénation. Ah, je dis, bah oui, c'est sûr. Il m'a dit, tu sais, j'ai rencontré un paysan breton une fois qui m'a dit, le problème, c'est pas le capitalisme en soi, c'est le capitalisme en moi. Ouais, j'ai trouvé la formule géniale. Et je me suis dit, mais oui, putain, le capitalisme en moi, le patriarcat en moi, le sport en moi aussi. Le capitalisme est un système mortifère qui détruit la vie, quoi, quelle qu'elle soit, il détruit la vie. Et si on est encore en partie sous son règne aujourd'hui, c'est parce qu'il nous tient par des affects positifs. Parce qu'on y croit, parce qu'on y adhère. Le sport est une institution capitaliste qui nous tient par des affects positifs. Parce qu'on nous fait croire que le sport c'est cool, que c'est fun, que c'est la santé, que le sport aide les gens. Hein. Pas vrai, Rafa? Non. Le sport c'est tout sauf ça. C'est une institution fondamentalement sexiste, fondamentalement raciste aussi, très violente, qui va maltraiter les corps, les esprits, les enfants, les athlètes. C'est une institution qui va faire qu'on va rationaliser aussi notre temps au quotidien. Parce que quand on entend Rafael Nadal est un extraterrestre, Novak Djokovic est une machine, mais il faut l'entendre au sens littéral. C'est une putain de déshumanisation ce truc, c'est complètement fou. Et je veux dire, le sport va faire en sorte qu'on rationalise chaque partie de notre corps pour la rendre la plus efficace possible dans notre discipline. Et ça va mobiliser tout notre temps. Tout le temps. Et je veux dire, moi j'ai pas été professionnel, loin de là. Et pourtant, aujourd'hui encore, je rationalise mon temps au quotidien à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que j'ai ça dans le crâne. Je veux dire, c'est mon ancienne amoureuse qui m'avait aidé à mettre des mots là-dessus parce que on avait commencé à habiter ensemble et elle m'avait dit, mais quel temps on passe ensemble? Où t'es vraiment là? Pas dans ta tronche. Pas en train de te demander à quelle heure tu vas devoir t'entraîner, qu'est-ce qu'il faut que tu manges avant, à quelle heure tu vas te coucher, qu'est-ce que tu fais. Pas ça. Un temps où t'es vraiment là. Il n'y en a pas beaucoup. Même mon apprentissage politique s'est fait au prisme de la performance. C'était pour être meilleur que les autres dans les débats, c'était pour les écraser. C'est pour ça finalement que je me suis mis à lire, c'était pour leur rouler dessus, pour leur montrer que j'en savais plus que... C'est une logique sportive, c'est une logique hyper malsaine, hyper violente. C'est ça qui s'est passé. Donc il faut en sortir. Et pour ça, il va falloir ne pas rester seul, comme un joueur ou une joueuse de tennis qui est complètement isolé sur un court, en proie au doute face à un adversaire voilà, qui te malmène. Moi, quand j'ai commencé à militer, j'ai retrouvé des mêmes sensations que j'avais eues sur le court. Vraiment, tu te sens complètement seul, quoi. Moi, je suis sûr que les Gilets jaunes se sentaient seuls avant le 17 novembre 2018. Mais dans l'action, la force que ça leur a donné, la puissance collective, ça veut dire aussi qu'il va falloir revoir nos tactiques. Arrêter de courir après les balles que le canon tire. Ou en tout cas, arrêter de faire que ça. Soyons subversifs et subversives. Hein, passons à l'attaque. Passons à l'action directe. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ça veut dire aussi qu'il va falloir respecter la diversité des tactiques. Comme pour des joueurs et des joueuses de tennis, chacun et chacune dans sa filière, dans ce qu'on sait faire, avec nos savoir-faire. Il va falloir renverser le capitalisme, renverser le sport pour imposer notre jeu, pour imposer nos jeux même. Isabelle Keval, qui est une philosophe du sport, elle était en équipe de France de tennis pendant toute son adolescence. Elle avait un très bon niveau, elle a fait un cours de philosophie à 18 ans, elle a arrêté le tennis. Et elle a dit, j'ai arrêté parce que le haut niveau supporte assez mal le doute. Et ça m'a fait penser à la phrase d'un autre philosophe qui s'appelle Robert Redeker, qui a dit, mais vous vous rendez compte, quand un joueur de tennis commence à se poser des questions, il se met à perdre. Tragique situation où quand la force intérieure s'exprime, elle devient source de faiblesse sportive. Moi, je suis un joueur de tennis qui s'est mis à douter récemment. Et si c'est vrai que c'est source de régression sportive, le doute est aussi un formidable outil d'émancipation politique. Merci de m'avoir écouté. Bravo.